Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Modern Talk avec notre invité Juan Branco. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au micro du Monde Moderne. Alors, on va parler évidemment de la campagne de 2027 qui est bien engagée pour de nombreux candidats. De votre choix d'avoir fait cette campagne, des ruches, comment tout ça fonctionne, et puis aussi un peu des médias quand même, de l'oligarchie, on va dire, qui était très bien dépeinte dans Crépuscule, un de vos premiers ouvrages qui a permis de montrer ce qu'était Saint-Germain et la politique en France. Pourquoi vous vous présentez en 2027 ? C'est une très bonne question, parce que c'est un peu masochiste, mais je pense qu'on a, après les Gilets jaunes, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qui avait fait qu'on n'était pas rentré à l'Élysée. Qu'est-ce qui a fait que ce mouvement populaire, qui avait 80% d'approbation, n'a pas fait le pas qui lui manquait pour réellement changer le système politique dans lequel on vivait. Et on a commencé à réfléchir à ce qui nous avait manqué, notamment en termes justement d'élaboration programmatique, c'est-à-dire en gros, quelles sont les grandes propositions qui pourraient faire consensus dans le pays. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a vu que les choses s'effondraient. Enfin, moi, je commence à être sidéré, que ce soit sur l'éducation, la santé, sur l'espace public, les médias dont on va parler. Il y a une véritable perte de services à l'égard des Français qui s'accompagne de la crise du logement, de la crise de la santé mentale chez les jeunes. Bref, toute une série de sujets qui ne sont pas du tout traités dans l'espace public et dont on s'est dit qu'il y avait une forme d'urgence à au moins les porter et essayer de les résoudre. Et donc moi, à partir de 2021, je sors un petit livre après Crépuscule qui s'appelle Abattre l'ennemi, qui est pas petit d'ailleurs, qui est assez grand, et où je propose une première base programmatique avec 300 mesures sur ce qu'il faudrait changer dans le pays. Alors ça va donc du RIC, le fait qu'on puisse chacun adopter nos propres lois, c'est-à-dire que les citoyens puissent proposer eux-mêmes des référendums et pas que ça dépende de la classe politique, jusqu'à des propositions moins entendues et moins écoutées comme l'abolition des mutuelles, c'est-à-dire la création d'un service de santé universel qui fasse qu'on n'ait pas des dirigeants de mutuelles qui ont des Porsche comme voiture de fonction, comme ça a été révélé par le Canard enchaîné à Bordeaux. Et donc l'idée c'est quoi ? C'est d'essayer de trouver partout où l'argent part, en corruption, en pillage, parce que quand vous êtes dans une société comme la nôtre, en réalité, c'était le sens de ma phrase, ils ne sont pas corrompus sans la corruption. Qui arrive. Voilà, quelle élégance. On va mieux que moi. En gros, il y a, si on parle de la corruption des individus, on rate la dimension systémique et le fait que c'est très difficile de résister au fait de se corrompre quand on arrive à certaines positions de pouvoir. Pourquoi ? Parce que justement, comme il n'y a plus d'idée de collectif, du fait d'appartenir à une société, chacun a envie de se barrer. C'est ce qui nourrit, par exemple, les phénomènes d'expatriation. Je demandais il y a quelques jours combien des personnes qui me suivent avaient pensé à partir du pays, et c'est massif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un réflexe naturel de se dire, est-ce que je vais continuer à me sacrifier pour rien, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux que j'essaye quand même de profiter de ce miracle qui est le fait d'avoir pu naître pour me développer dans un espace qui sera plus accueillant. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va récupérer, on va combler toutes les poches qui ont été ouvertes un peu partout et on va récupérer ces sommes-là pour les réinvestir dans des services publics de base, sans, en parallèle, et ça c'est très important, et c'est ce qui nous différencie beaucoup de la gauche institutionnelle, sans augmenter les impôts, les taxes et alourdir encore la charge qui pèse sur les citoyens. Mais comment faire ça justement ? Typiquement, par exemple, les mutuelles, c'est 25% de frais de gestion, alors que c'est 5% pour la sécurité sociale. Donc en fait, c'est des milliards chaque année qui partent dans de l'administratif, dans des choses qui servent à rien. Des salaires, donc, et en fait, on a ça dans tous les domaines. Et donc évidemment, ça va mettre pas mal de gens au carreau qui vivaient un peu de façon sur des fonctions qui étaient parasitaires, c'est-à-dire qui généraient rien pour le bien commun. Je vous donne un autre exemple, le marché de l'électricité. Le fait qu'aujourd'hui, toute l'électricité ou presque est produite par EDF, mais vous avez une myriade de petits commercialisants, parce que c'est des fournisseurs, qui vendent des offres, mais à partir du même stock. C'est-à-dire en fait, toujours à partir de l'EDF. Donc en fait, la seule chose qu'ils font, c'est jouer sur des offres commerciales où ils vont vous proposer 6 mois, moins 25% pour que vous veniez chez eux. Et donc, ils vont dépenser en marketing, en communication, en frais de gestion. Et là, alors qu'en fait, à terme, il va y avoir aucun bénéfice pour la société, ni pour vous individuellement. Donc là aussi, c'est des milliards d'euros qu'on peut récupérer. Et si vous allez domaine par domaine, c'est des sommes immenses qui existent, qui sont l'objet d'une forme d'inattention de la part du politique, mais aussi de corruption. C'est-à-dire, évidemment, là, il y a beaucoup d'acteurs qui ont gagné beaucoup d'argent entre-temps. Donc, il y a des conseillers dans des cabinets ministériels qui ont pris leur part. Je pourrais vous parler aussi, on pourrait le faire à l'infini, parce qu'on a une liste avec 600 propositions, très détaillées, secteur par secteur. Mais un dernier, Uber.
Il n'y a aucune raison, c'est quand même un service très simple, Uber. Vous voyez, c'est un petit algorithme sur une application. Vous mettez 5 polytechniciens et 3 vibe codeurs aujourd'hui dans une salle et en une semaine, ils vous ont codé l'appli Uber et avec tout le système derrière. Qu'est-ce qui fait qu'on a accepté qu'il y ait un acteur prédateur états-unien qui vienne capter toute la valeur ajoutée des VTC et du transport collectif et aussi individuel, aux dépens d'acteurs nationaux, alors que jusqu'alors, on avait des solutions nationales et taxis, on aurait pu développer des VTC. Tout simplement, c'est la corruption qui a été révélée par les Uber Files, et comment Emmanuel Macron les a aidés quand il était ministre de l'économie pour avoir de l'aide en retour. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a à la fois la corruption, il y a aussi les lois européennes qui font qu'on doit s'ouvrir à la concurrence. Et donc le monopole EDF ne peut pas exister, donc on crée des faux concurrents, on arrive à ça, les barrages sont vendus. Donc la question européenne, est-ce qu'elle est centrale aussi dans cette proposition présidentielle? J'ai eu une épiphanie là-dessus. Alors oui, donc nous on propose un référendum à 6 mois, donc sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et de l'OTAN, d'ailleurs, les trois grands sujets. En même temps, la même question. On pose la question... Non, séquentielle. C'est-à-dire qu'on peut choisir pour l'un, pour l'autre et pour le dernier, pour l'OTAN. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux enjeux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, du fait notamment du contrôle oligarchique sur les médias, l'opinion publique a perdu conscience de l'impact négatif qu'avaient les institutions européennes, notamment économiquement parlant. Par ailleurs, il y a des choses qui ont très bien marché, comme Erasmus, comme l'espace Schengen pour les classes aisées, parce que l'espace Schengen a créé la catastrophe que l'on sait sur le contrôle des frontières, mais sur le tourisme et tout ça, l'euro, l'absence de tout ça, ça crée des avantages pratiques apparents qui font que beaucoup de gens ont oublié les effets de structure très violents que ça générait, notamment les bulles spéculatives sur l'immobilier et autres. Et donc, il faut d'abord qu'on nettoie l'espace médiatique, qu'on rende les médias au peuple, avant de les interroger sur la possibilité ou non de sortir de l'Union européenne. Parce que sinon, en fait, on sait très bien que ça va être gagné d'avance. Enfin, la campagne va être... Voilà, c'est ça. Et si on le fait au cours de la présidentielle, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous faire écraser, cornériser, isoler. Et moi, je préfère rendre la parole au peuple. On leur a pris la parole en 2005. On leur a volé leur parole en 2005. C'était pas le même contexte. L'euro venait d'être adopté seulement 3 ans auparavant. Il y avait encore dans l'esprit Maastricht qui avait gagné Ric-Rac. Là, ça fait 20 ans que l'Union européenne a normalisé son existence et qui pousse... J'ai eu une épiphanie là, il y a pas longtemps sur la question justement de pourquoi est-ce que... Parce que c'est quand même aberrant, pourquoi est-ce que l'Union européenne pousse pour la privatisation de nos acteurs électriques, y compris par exemple sur l'hydroélectricité, qui sont des grands barrages. Enfin, il n'y a aucun acteur privé qui peut faire des investissements pareils. S'ils prennent le contrôle de la gestion, ça ne sert à rien. Et en fait... Je suis un peu lent, donc j'ai mis du temps à comprendre la logique sous-jacente. Je pense qu'ils privatisent, comme pour la SNCF, pour ensuite permettre l'émergence d'acteurs qui soient transnationaux, qui soient européens. À terme, en fait, ils veulent qu'il y ait des recompositions du marché. C'est pour ça qu'on a fait rentrer Trenitalia, par exemple, en France, là, et qu'à un moment donné, ils veulent que tous ces acteurs se bouffent les uns avec les autres et qu'on finisse par voir émerger des énormes acteurs. Et dans leur idéologie, l'objectif, c'est que derrière, ils puissent peser dans la mondialisation face aux acteurs chinois et états-uniens pour gagner les marchés, pour pouvoir continuer à agir en prédateur contre les pays les plus pauvres. Donc, tous ces éléments-là, il faut évidemment bloquer ça. Parce que, je reviens sur l'exemple Uber. Uber, c'est 30% de chaque course qui part en Californie. À cause de ce monopole qui a été permis par quoi ? Alors, c'était très simple. Comme les États-Unis, c'est un énorme marché et en plus complètement financiarisé, ils ont un accès au capital beaucoup plus important. Donc, ils sont endettés à hauteur de centaines de milliards de dollars. Je pense que c'était 50 milliards de pertes sur quelques années, pour écraser tous les concurrents nationaux qui pouvaient exister dans tous les marchés, en perdant de l'argent, donc en proposant des prix plus élevés pour les chauffeurs et des prix plus bas pour les consommateurs. Et quand ils ont écrasé tout le monde, là, ils augmentent les prix. Et c'est le piège dans lequel on est en train de tomber. Et entre-temps, tout l'argent part là-bas pour rembourser ces dettes-là. Tous les secteurs, hein, c'est la même stratégie. Hein. On a vu ça dans les moteurs de recherche. On voit ça maintenant sur l'IA. Ça va être la même chose. Hein. C'est très peu cher, l'IA, par rapport à ce que ça coûte en réalité. Et il y a des lois qui permettent à ces lobbies aussi d'exister parce que Bruxelles, la Commission européenne, le Parlement européen, c'est un réceptacle à lobby. Et plus on a d'argent, plus on gagne là-bas. L'Union européenne, en réalité...
moi, j'ai commencé à sortir de l'idéologie. Bon, j'étais quand même pour le non en 2005. J'étais très jeune, mais déjà lecteur du Monde diplomatique, donc ça m'avait aidé à me faire ma religion. Mais j'avais quand même une sympathie pour l'Union européenne parce que mes parents sont portugais espagnols, sont venus en France avec cette idée que justement l'Union européenne était ce qui permettait de sortir de l'isolement qu'avait créé le franquisme et le salazarisme. Et j'ai commencé à travailler dessus, en fait, paradoxalement, ça va vous étonner, sur la politique migratoire. Et sur les 50 000 morts qu'il y a eu en Méditerranée centrale après la guerre en Libye. Et j'ai découvert à ce moment-là que ces gens étaient morts, non pas tant par idéologie, parce qu'on sait que l'Union européenne est quand même théoriquement plutôt ouverte au flux de population, mais à cause de l'incapacité des institutions de l'Union européenne à fonctionner. C'est-à-dire en fait leur capacité à prendre des décisions est obérée par le fait qu'ils doivent soit se mettre tous d'accord à 27, soit passer par la Commission européenne, qui est une usine à gaz technocratique, puis après par le Conseil des ministres au sein du Conseil de l'Union européenne, puis après au Conseil européen, enfin, ça dépend dans le sens, ce qu'ils appellent le trilogue, avec à chaque fois des directions, des sous-directions dans chaque secteur. Et en fait, on a toujours un temps de retard sur les événements. On a connu ça lors de la crise de 2008. Sometimes it's slow, for sure. C'est celle-là, ouais. Ouais, sometimes. On dirait du Macron, là. Ouais, bah, c'est pas sometimes, en fait. C'est un problème structurel. Ouais. En 2008, on est la seule région du monde, après la crise financière de 2008, à avoir eu une surcrise. Parce que les politiques monétaires qui avaient été adoptées par ce cher Jean-Claude Trichet, en réalité, avaient amené à un assèchement et à une crise de la dette souveraine qui elle-même avait... Et comme là, on va être les seuls à avoir une crise énergétique cataclysmique. Exactement. Avec l'Inde, de la même façon qu'on n'a pas du tout géré la crise migratoire, et ainsi de suite. Et en fait, donc, du coup, à un moment donné, il faut arrêter de... Je veux dire, c'est pas une religion, l'Europe. Enfin, il faut à un moment se dire, bon, il faut être pragmatique. Et donc moi, j'ai presque une posture désidéologisée par rapport au sujet, qui considère que ça ne marche pas. Et l'autre problème, c'est... Regardez, imaginez-vous, vous m'élisez président de la République en mai 2027. Si je ne propose pas la sortie de l'Union européenne, moi j'arrive avec mon programme, avec mes 600 propositions sur le marché de l'électricité, sur tout ça. Quelle est la première chose que je dois aller faire après la visite de protocole en Allemagne, si on continue sur cette dynamique-là? Je dois aller à Bruxelles, présenter mon programme à la Commission européenne, présenter mon programme aux 27 pays de l'Union européenne, leur dire, pour qu'ils me disent tous ça, c'est incompatible avec les règles qu'on a adoptées jusqu'ici, essayer de les convaincre de changer ces règles, donc trouver un accord à 27 point par point. Donc il y a le président, le chef d'État, disons polonais qui est là. Je lui dis, mon coco, vraiment là-dessus, tu penses pas qu'on devrait changer? Lui il va me dire, bah non, moi le charbon, enfin je sais pas quoi, mais bon, disons que je finis par le convaincre parce que je concède sur autre chose. Donc déjà, je suis en train de perdre une partie de mon projet. Lui dit, bon, d'accord, c'est bon. Sauf qu'après, lui, il doit voir son gouvernement. Son ministre renvoie à ses directions ministérielles, qui elles-mêmes vont se réunir à Bruxelles, qui vont avoir des réunions avec les 27, qui vont dire, ah non, mais techniquement, je sais pas quoi, bon bref. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, la Commission européenne, elle n'est pas élue sur ce programme. C'est pour le programme d'avant. Donc, qu'est-ce que je suis censé faire? C'est elle qui a l'initiative législative. Je suis censé attendre les prochaines élections européennes. Et donc, 1 an, 2 ans, etc. Et là, il faut que j'ai l'espoir que ce que j'ai proposé pour mon pays devienne majoritaire au Parlement européen, dans 27 pays différents, dans lesquels j'ai aucune prise, où personne m'a écouté. Ça ne peut pas marcher. Non. Et ça crée par ailleurs une désynchronisation des temps politiques. Mais ce qui font que les Français qui restent avec le rituel du président de la République, qui croient encore en cette élection, ils se désespèrent. On va y venir, croire encore en cette élection, parce qu'on parle des élections en Europe, on a vu comment ça s'est passé en Hongrie, c'est le candidat pro-européen Peter Magyar qui a gagné, il y a eu une grosse campagne pour dire qu'Orban était un dictateur, qu'il fallait en finir. On a vu surtout en Roumanie comment le DSA est entré en ordre de marche avec le rapid response, qui a permis de censurer tout un camp politique, d'annuler un premier tour des élections. Et chaque élection, finalement, en Europe, on se dit ça va être de l'ingérence de la Commission européenne via le DSA pour faire en sorte que cette élection soit truquée, soit qu'elle n'ait pas lieu, qu'elle soit annulée. Comment on peut encore croire en l'élection dans ces conditions-là? Moi, je ne crois pas en l'élection. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer par tous les moyens d'abattre l'ennemi. Donc, il faut qu'on trouve la fonction révolutionnaire, la fonction coup d'État, c'est un des textes de mes livres, et la fonction élective comme autant d'instruments qui visent une même fin. Vous voyez, il faut qu'on ait tout le panel à disposition et qu'on pousse dans tous les sens. L'objectif à travers l'élection présidentielle, c'est d'obtenir la possibilité de faire un coup d'État légal. Pourquoi? Parce que l'article 11 de la Constitution sur le référendum permet de faire adopter des mesures très
difficile à faire adopter dans un régime parlementaire où il faut négocier avec les autres forces politiques, etc. Là, vous arrivez avec la légitimité de votre élection, vous proposez au peuple français d'adopter la sortie de l'Union européenne, l'OTAN, le RIC et tout ça, et ils vous suivent. Ok, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il n'y a pas de négociation préalable à avoir avec 40 000 acteurs politiques de deuxième plan qui veulent chacun leur petite part du gâteau. Donc il y a quelque chose de fondamentalement transgressif dans la fonction présidentielle. Et l'idée, c'est à un moment donné de faire consacrer cette verticale qui amène directement à rendre le pouvoir au peuple, sans avoir à en passer par toutes ces intermédiations. Sinon, on aurait créé un parti politique qui serait présenté au municipal, qui serait présenté au régional, au départemental, au sénatorial, etc. Okay. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on entame une dynamique, un rapport de force, avec d'un côté les forces institutionnelles et oligarchiques nationales, donc c'est deux choses. D'abord, ça va de l'ARCOM aux différentes institutions judiciaires et autres qui sont toutes en fait orientées pour à un moment donné vous faire trébucher, voire tomber, premier point. Et deuxième point, les forces oligarchiques, donc c'est-à-dire les intermédiaires qui donnent de la visibilité en temps normal. Donc jusqu'ici, c'était la radio, la télé, tous ces médias qui ont été rachetés par, et la presse évidemment, qui ont été rachetés par Saadé, Drahi, Bolloré, etc. Okay. Première partie de l'obstacle. Deuxième partie de l'obstacle, c'est celle dont vous parlez, c'est l'ingérence étrangère. L'ingérence étrangère, elle vient de partout. Elle vient principalement des États-Unis, en réalité. La Commission européenne n'est qu'un sas supplémentaire dans cette dynamique de contrôle. Moi, je vous donne un exemple. J'ai représenté Nathalie Yamb, qui est une intellectuelle panafricaniste, qui a été suspendue qui a été sanctionnée par l'Union européenne et qui n'a plus accès à ses avoirs, qui ne peut plus voyager dans son pays d'origine, la Suisse, parce que la Suisse est enclavée au sein de l'Union européenne. Comme Jacques Beau. Elle a été avant Jacques Beau. C'est ça, c'était quelques mois avant. Et elle était au Kenya quand elle l'apprend. Il n'y avait pas eu de contradictoire. Du jour au lendemain, elle ne peut plus rentrer chez elle. Et elle est bloquée depuis des mois dans cette situation-là. Donc des dynamiques comme celle-ci, elles sont importées des dynamiques américaines. C'est ces sanctions qui ont été inventées par les États-Unis qui font que sur une simple décision administrative, tout d'un coup, votre vie est mise à bas. Et donc, évidemment, ça existe et ça a un poids. Mais la grande question, au-delà de ça, c'est la question algorithmique. La question de la visibilité sur les réseaux. Et cette visibilité, elle est nourrie par deux facteurs. D'abord, il y a l'algorithme sec. Honnêtement, à l'instant T, j'ai l'impression qu'ils ont ajusté, que c'est à peu près stable. C'est-à-dire qu'ils ont fait toute une série de modifications qui ont été très nuisibles ces dernières années. Ils ont atteint une forme de plateau qui fait que les paramètres sont à peu près connus. Or, c'est très important de connaître les paramètres, parce que quand bien même il y a des effets de censure, d'invisibilisation, il y a toujours aussi des façons de contourner, de jouer. Mais si ça change en permanence, on s'épuise. On voit l'importance qu'a Facebook pour le mouvement des Gilets jaunes, avec tous ces groupes qui s'étaient créés. Aujourd'hui, ce serait impossible. Immédiatement, il y aurait une raid alerte et on dirait « coupez-moi ça immédiatement ». Et c'est drôle parce que c'est là où ça se croise avec les dynamiques capitalistes de ces grandes institutions. C'est-à-dire que ce n'était pas pour des raisons politiques qu'ils avaient fait ça, enfin qu'ils avaient favorisé à ce moment-là indirectement le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. C'était parce que Facebook faisait face à une crise de croissance et avait besoin d'accroître la consommation interne de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne restaient pas assez longtemps sur Facebook et partaient ailleurs. Et donc, ils ont survisibilisé algorithmiquement les groupes, en effet, et les lives. Bon, c'est exactement les outils dont sont saisis les Gilets jaunes pour... Mais ce qui pourrait pas être possible vu les lois actuelles. Et c'est ce qui explique aussi la fébrilité de vouloir censurer les réseaux sociaux, les interdire aux moins de 15 ans, faire en sorte qu'il y ait des contrôles accrus. Maintenant, c'est les VPN qui sont quasiment ciblés, menacés, comme en Russie. Oui, ils veulent faire des DPI, c'est-à-dire en fait, ils veulent installer des bornes. Là, ils sont en train de proposer qu'on installe des bornes à l'entrée des grands nœuds qui font Internet pour pouvoir créer un filtre préalable, c'est-à-dire pour pouvoir intercepter exactement ce qu'a utilisé la Russie là, pour censurer Telegram et autres. Et donc, mais en plus, on a un autre problème, parce qu'en fait, la stabilité, elle est bonne pour nous, parce qu'elle nous permet de savoir comment est-ce qu'il faut ajuster le tir, mais elle est mauvaise aussi, parce que dès le moment que les paramètres sont connus, eh bien, vous avez la logique capitalistique qui revient, c'est-à-dire que plus on a d'argent, plus on peut se payer les services de gens qui savent comment surfer sur ces algorithmes, puisqu'ils sont stables. Vous voyez, là où c'était avant un Far West un peu amateur, où la personne la plus agile, la plus vive peut court-circuiter tout le monde, ça s'institutionnalise. Et donc, je vais vous donner un exemple. Gabriel Attal, qui a 40 millions d'euros avec le parti Renaissance, au-delà de tous les appuis dont il peut disposer, eh bien, son deuxième poste de dépense déjà est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, ils comprennent
qu'avec l'argent, ils peuvent compenser le fait qu'ils n'ont pas de charisme, d'intelligence, de savoir et pas de militants. C'est une coquille vide qui ne fonctionne pas. Coquille vide. Alors, c'est là où ça devient intéressant parce que d'un côté, ils veulent censurer les réseaux sociaux et en même temps, Gabriel Attal, c'est une star de TikTok. Comment on explique ça, justement ? C'est très simple. En fait, il y a deux facteurs. Donc, déjà, Gabriel Attal a été avec Jordan Bardella, celui qui le premier a compris qu'il fallait jouer du double jeu des influenceurs et du réseau social particulier qui était TikTok. Il a aussi un peu tenté Biril, Snap et tout ça, mais TikTok principalement, et comme Bardella, en surfant sur les trends. Donc en fait, ils ont une double stratégie. Gabriel Attal, très tôt, a payé des influenceurs via l'État pour faire la propagande, sa propagande à lui, mais en prétendant faire la propagande de mesures du gouvernement. Par exemple, pour le SNU, il a payé Thibaut InShape. Et il a fait ça avec des dizaines d'influenceurs. C'est un peu l'école Marlène Schiappa. C'est ça, qui avait fait la réunion des influenceuses. Sauf qu'il l'a fait de façon beaucoup plus subtile, parce qu'il est un peu plus malin quand même que Marlène Schiappa, il faut lui reconnaître ça. Et donc, de façon sous-jacente, il a réussi à pénétrer. Mais là encore, vous regardez sur Instagram, il y a des vidéos encore avant-hier d'un influenceur qui l'a imité, qui a fait 2 millions de vues. C'est-à-dire, et Gabriel Attal est mort de rire devant lui. Et en fait, c'est quelqu'un qui l'approche, à qui il propose un partenariat, qui le finance, et qui lui permet en fait d'accéder à des publics qui sont complètement déconnectés du politique et qui voient passer dans les feeds. Voir sous le côté, il est sympa, il rigole, il est jeune. Et la stratégie, je pense, c'est... je pense qu'il avait compris qu'il fallait qu'il fallait construire sa campagne en 2 temps, sa carrière politique en 2 temps. D'abord la notoriété, et ensuite les propositions et l'identité politique. Donc d'abord la notoriété qui fait pression sur la classe politique traditionnelle, qui n'a pas ces instruments, qui ne sait pas comment les utiliser. Et puis dès qu'il arrive, par exemple, ministre de l'Éducation nationale, bam, la baya. Il crée un clivage qui va tordre l'espace politique. C'était quand même une opération montée à l'Élysée, où on avait utilisé Attal en disant tiens, tu vas marquer médiatiquement. Mais il a incarné. Oui, c'est ça. Il construit en fait. T'es jeune, mais t'es de droite, tu vois. Il faut le projeter. Oui, mais on projette et on va en faire l'élément fort de notre gouvernement. Ouais. Et à partir de là, on repart sur une. Et Macron l'a aidé en le nommant Premier ministre aussi. Il y a quand même un travail de construction. Et Brigitte Macron. Non, mais tout est fabriqué. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, par exemple. On pourrait se plaindre du fait de ne pas avoir de visibilité médiatique institutionnelle. Mais en réalité, on a fait un pari qui est celui de l'humilité, qui est peut-être complètement perdant dans l'époque, je n'en sais rien, mais qui, s'il est gagnant, serait magnifique. Parce qu'on commence d'abord par... Donc on a 27 000 membres dans les ruches, sur le Discord, plus un certain nombre d'adhérents en dehors. On a des comités territoriaux qui sont constitués un peu partout. On a 70 ruches départementales, avec des subdivisions qui commencent à naître. Et tous ces gens-là ont contribué à enrichir cette base programmatique dont je parlais tout à l'heure. Et donc on est passé de 400 à plus de 600 propositions. Donc vraiment, domaine par domaine, avec des experts et compagnie. Premier point. Et alors, si vous lisez parce que moi j'ai lu du coup, c'est mon réflexe bon élève, peut-être j'ai lu tous les programmes politiques des partis politiques de 2022 et les plus récents quand il y en avait. Et alors c'est très intéressant parce que moi je les ai lus parce que je me suis dit, j'ai probablement trouvé des bonnes idées à récupérer. Et en fait, les programmes politiques, c'est des déclarations d'intention. J'avais pas du tout ça en tête. C'est pas du tout des mesures. C'est il faut mettre fin à la spéculation immobilière. Il faut mettre fin au pillage. Il faut mettre fin aux inégalités. Bon, il décline un peu, mais il y a pas du tout de technicité. Or, donc du coup, on n'a quasiment rien trouvé qui pouvait être utile pour nous. Nous, c'est l'inverse. Vous lisez notre programme et vous avez domaine par domaine, des changements réels de règles, d'attribution sur la TVA, sur les retraites, etc. Vraiment de façon détaillée, précise, avec une tentative de construction et de cohérence ensemble. C'est le premier point. Deuxième point, c'est la recherche des parrainages. Parce que moi, contrairement à d'autres, je trouve que c'est un très beau rituel. En fait, je pense que ça crée une angoisse existentielle chez les wannabe politiciens parce que leur vie dépend du fait de faire carrière et donc de pouvoir être candidat, etc. Nous, aucun de ceux qui sont dans ce mouvement on engage notre vie au sens politique du terme, mais pas du tout au sens professionnel, de revenus. Justement, dans ce moment, on voit que vous. Qui est derrière les ruches? Est-ce qu'il y a des gens qui vont devenir médiatiques aussi? Comment ça fonctionne? Oui. Alors, on a plein de gens. Alors, évidemment, il y a plein de citoyens qui sont des citoyens qui ne sont pas connus. On a plein de citoyens qui ont été
engagés politiquement et qui ne sont pas des figures institutionnelles au sens précis, mais je vais vous donner un exemple. Bon, il y a Maxime Nicole, qui était l'une des grandes figures des Gilets jaunes. Il y a Valérie Minet, qui est celle qui a été arrêtée pendant plusieurs jours, qui a été perquisitionnée et placée en garde à vue parce qu'elle avait écrit un post sur Macron à Saint-Omer sur Facebook. Damien Tarel, qui était connu pour avoir infligé un soufflet à Emmanuel Macron, et on a après... Ce sont des gens que vous avez défendus en tant qu'avocat. C'est ça, entre autres, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on crée une coagulation à partir de ce qu'on a... C'est-à-dire quand on s'est engagé dans ces luttes, à partir des Gilets jaunes et avant pour certains d'entre nous, on n'avait rien à y gagner et on n'y a rien gagné. On a beaucoup perdu, mais par contre, on a rencontré beaucoup de monde et on a identifié ceux qui étaient des gens sincères, solides et engagés. Et donc, évidemment, il y a aussi des confrères, des avocats qui vont devenir... En fait, on va lancer une phase, c'est pour ça que je vous disais, on y va peu à peu, d'abord humblement, on fait le programme, on structure territorialement, on collecte les parrainages. Mais là, typiquement, quelqu'un qui est intéressé par les ruches, comment il fait? Il va sur ruche.org au pluriel, ruche au pluriel.org, et là, il y a un Discord, il y a un Telegram, WhatsApp, il y a les ruches départementales. Départementales, voilà, ouais, parce qu'on veut supprimer les régions en parlant de millefeuille administratif qu'il faut simplifier. Parce que l'angoisse aujourd'hui de la création d'une activité, de l'URSSAF, tout ça, ça aussi, pour nous, c'est un vrai sujet pour la petite création d'activité économique, vous voyez, qui est un vrai problème aujourd'hui en France. Et donc ouais, on a des incarnations qui vont arriver, qui sont déjà là, mais on va commencer à mettre en avant dans quelques semaines. Une fois qu'on aura stabilisé, il a aussi fallu créer des structures administratives, des assos, avec tout ce que ça implique en termes de blocage de la part de la préfecture. C'est complètement délirant ce qui nous est arrivé. Et donc, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a mis 1 mois et demi à faire valider les statuts d'une association, vous voyez, qui est l'association du mouvement politique, et on n'a toujours pas la confirmation, parce qu'il y a page 15, il y a une sorte de petit problème entre le 1 et le 2, le tiré 1 et le tiré 2, des histoires complètement folles, où on sent qu'il y a un vrai besoin de leur part de retenir le plus longtemps possible le moment où on va effectivement éclore et naître formellement, institutionnellement parlant. Parrainage, on a créé une plateforme où en fait, ça aussi, parce que on est convaincu que l'argent pourrit le politique. Et donc, on s'est dit, la seule façon... ça a plein des avantages, les réseaux sociaux, mais ça a quand même un avantage extraordinaire, c'est qu'on peut se mettre ensemble et travailler. Et donc, on a créé une plateforme où chacun peut s'inscrire et proposer son aide pour récolter le parrainage. Et en fait, il va recevoir une liste de maires, selon l'endroit où il vit ou les préférences qu'il a indiquées, avec desquels, dont on lui donne toutes les informations, le bord politique, le parcours préalable... d'où est-ce quels sont les horaires d'ouverture de la mairie, bref, des choses vraiment très détaillées. Et il va pouvoir prendre son téléphone ou aller voir le maire, présenter notre projet avec un kit qu'on a, et aller essayer de le convaincre Donc on part de la base, en fait, quoi. Il y a un vrai truc. Et on se dit que si on arrive à avoir un nombre conséquent de promesses de parrainage, là, on va pouvoir entamer la dynamique de force avec les médias institutionnels, et ils vont être obligés de parler de nous. Parce que là, ce que j'adore, je regardais par exemple l'article du Monde sur les prochains candidats à présidentielle de 2027. Il n'y a que des candidats institutionnels. Et en fait, je me demandais à un moment comment ils faisaient leur choix. Et en regardant, j'ai compris que ce n'est que des personnes qui ont été dans le système à un moment ou à un autre comme élus ou comme ministres, parce que par exemple, Dominique de Villepin n'a jamais été élu. Et c'est-à-dire que... et je pense honnêtement que ce n'est pas des instructions. C'est-à-dire que dans le cortex des journalistes aujourd'hui, il faut avoir été dedans pour devenir président. Ce qui est l'inverse de ce que je pense beaucoup des Français. C'est d'ailleurs pour ça que Hollande avait nommé Macron ministre in extremis pour qu'il ait le droit à jouer. Voilà. Sans quoi, ça aurait été impossible. Ah non, il fallait cette validation indirecte, parce qu'il ne s'est pas présenté à une élection, mais il avait quand même du coup l'onction du président de la République qui le faisait nommer. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez toutes les portes ouvertes. Mais même... Montebourg, tout ça, vous voyez, même 10 ans après, même après avoir complètement échoué, il reste quand même dans cette visibilité. Par exemple, Montebourg, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez parler ? Oui, on peut échanger. Moi, j'ai des accords fondamentaux sur son lien avec un certain nombre de milieux d'affaires et autres, mais c'est quelqu'un qui m'apparaît intéressant sur les idées. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu raison avant d'autres. Je pense que c'est quelqu'un qui a commis des erreurs tactiques très importantes. Je lui en veux en tant que citoyen. C'est facile de le dire, mais quand même, au moment des primaires socialistes de 2011, d'avoir soutenu François Hollande contre Martine Aubry, qui, ça semble très vieux pour ceux qui nous écoutent. Et donc, mais à l'époque, c'est un moment de bascule où en fait, on est en train de choisir entre le strauss-kahnisme et le social-libéralisme qui en fait était de la droite, et une gauche socialiste qui, quelque part encore, avait une forme d'ancrage à la fois territorial
Et Montebourg a fait à contresens ce choix de partir vers en fait, ce qui, j'imagine, lui apparaissait comme la solution la plus facile à la fois pour lui, parce que ça lui permettrait d'avoir un poste, parce que c'était plus décisif d'appuyer François Hollande pour lui que pour Martine Aubry, quoi. Donc, mais bon, bref, il y a eu cette erreur-là qui nous a coûté beaucoup, historiquement parlant, pour la France. Il dit qu'il ne veut pas faire de politique, par ailleurs. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc voilà, il faut voir. Mais la grande question... Une fois qu'on aura un socle suffisamment stable et puissant, citoyen, qui arrivera avec cette force-là pour transformer les institutions, parce qu'il faut quand même imaginer, au-delà de tous les obstacles qu'on vient de décrire, les résistances qui vont exister ensuite, bien sûr, à la fois géopolitiques, à la fois institutionnelles, bureaucratiques, des hauts fonctionnaires, des grands corps de l'État qui vont se sentir menacés. Et donc tout ça exige une préparation presque militaire, un vrai esprit de guérilla, et en sachant très bien qu'on va être particulièrement vulnérable. Et c'est là où, en fait, on va fleurir, on va sortir de cette personnalisation qui est autour de ma personne, pour essayer de disperser le risque et éviter que je me prenne tous les coups, parce que c'est extraordinairement violent pour l'instant. Oui, on a vu Dominique de Villepin, à peine sorti du bois, arrivent déjà les coups tordus avec l'histoire de 2 statuettes, c'est gentil. Mais on sait que c'est un avertissement et que derrière... il y a beaucoup de dossiers sans doute qui sont en attente. Et en fait, en réalité, même quand il n'y en a pas, ils peuvent en trouver. C'est ce qui m'est arrivé avec l'histoire avec l'histoire de la Lamaline, un truc de fou. C'est-à-dire qu'on a essayé de m'accuser d'avoir violé une femme avec 1/3 de Codoliprane. Donc, ce qui montre que... Et là aussi, la mécanique était celle de l'avertissement. Mais ce qui montre qu'en réalité, on est dans une situation où, même s'il n'y a rien, ils peuvent fabriquer quelque chose. Vous voyez ? Et ça peut donner... je pense qu'il y a eu 150 articles de presse sur le sujet, parce que c'est eux qui définissent la façon dont les choses sont présentées. Et comment elles vont, du coup, espèrent-ils être perçues. Et donc, c'est là où tout se joue avec les réseaux sociaux comme contre-champ. C'est comme au cinéma, vous voyez, il y a un champ, et eux s'étaient habitués à ce qu'il n'y ait qu'un champ, c'est-à-dire le leur. Ils disaient qu'une chose allait être perçue de cette façon, et c'était comme ça que ça a été. Et la question maintenant, c'est, on a quand même la possibilité de générer une forme de contre-champ, alors de plus en plus polluée par les trolls, par les instrumentalisations diverses, etc., mais qui existe encore. Et donc, il faut qu'on joue de ce poids, et ça, c'est la masse qui peut nous permettre de le faire, pour essayer d'entrer en résistance de cette façon. C'est ce qu'on essaie de générer. Et quelque part, ça nous fait les prendre à leur piège aussi, parce que ce qui était des fabrications qui fonctionnaient très bien à l'époque, aujourd'hui, peuvent devenir des sources de ridicule, pour eux, très importantes. Par exemple, disons, l'affaire de Gabriel Attal sur le fait qu'il aurait été harcelé à l'école, par mes soins, évidemment, il y a 20 ans. On voit bien qu'il y a une opération de communication massive et qui n'est absolument pas contestée dans l'espace médiatique institutionnel, mais on a des réseaux sociaux qui n'y croient pas du tout et qui, au contraire, tournent ça en dérision. Et donc, la grande question... Ça, parce qu'on a l'impression que son discours est dominant et que les gens prennent quand même au sérieux le fait que Gabriel Attal ait été une victime. Et ça tourne. Enfin, son bouquin, c'est quand même sur ce petit enfant de Saint-Germain qui a beaucoup souffert. Voilà, à 7000 exemplaires. Donc, vous voyez, il y a un moment donné où il y a... Oui, c'est une lutte. Mais après, vous l'avez bien connu, Gabriel Attal, à l'école alsacienne. Oui. Il était comment ? Insupportable, c'était une peste. Non mais je le dis, je l'ai dit avant qu'il devienne quelqu'un, donc c'est pas comme si là j'essayais d'en faire un argument politique. C'était quelqu'un d'extraordinairement cruel, donc et parfaitement cynique et manipulateur. Et en fait, tout se retrouve aujourd'hui. Dans ce côté victimisation. Voilà, l'inversion. Mais qui est d'ailleurs, mais vous savez, c'est exactement ce qui s'était passé. C'est pas un problème. Alors Gabriel Attal est particulièrement pervers, mais de façon structurelle. C'est des dynamiques qui ont été identifiées comme des formes de manipulation très efficaces. Je vous donne l'autre exemple de son compagnon, Stéphane Séjourné, donc qui est nommé... Enfin, tous les deux se font la courte échelle pour arriver à leur position de pouvoir, et ils célèbrent ça au Trocadéro le 14 juillet en privatisant un palais de la République pour regarder les feux d'artifice. Et donc, Stéphane Séjourné, que personne ne connaissait, est propulsé ministre des Affaires étrangères. Il est ministre des Affaires étrangères de Gabriel Attal, prise illégale d'intérêt d'ailleurs. Et à ce moment-là, les Français découvrent un être qui n'arrive même pas à s'exprimer correctement en français. Je ne parle même pas de parler anglais ou d'autres langues. Et que fait immédiatement l'équipe de communication de Mimi Marchand? Vous vous en souvenez ou pas? Oui, la carte dyslexie. Oui. Voilà, la dyslexie. C'est-à-dire que la victimisation. Et comment est-ce que vous osez
vous fichez de lui. C'est insupportable. Ça peut Pensez pas à tous marcher. ces enfants dyslexiques. Ouais, il est quand même commissaire européen. Hein. Et ils font ça surtout, Brigitte Macron, sur le Oui, harcèlement. oui. Enfin, Mais maintenant, il y a des lois qui leur permettent aussi voilà. de se La loi victimiser. Schiappa. La Moi, loi sur les j'étais, discours de haine, le harcèlement. Et c'est là où il y a eu une compromission de beaucoup de gens, avant même que ce soit instrumentalisé directement par les politiciens. Moi, j'étais au premier procès de cette loi contre le cyberharcèlement comme avocat d'un gamin qui s'était fait arrêter, placé 48 ans en garde à vue, amené à Paris depuis Lisieux où il habitait, un jeune catho qui lisait Pascal, que je trouvais très amusant et sympathique. C'était l'affaire Mila. L'affaire Mila, c'est l'histoire de cette jeune adolescente qui dit être harcelée par des musulmans parce qu'elle est lesbienne et parce qu'elle a fait une insulte au prophète. Donc là, vous avez tout le printemps républicain qui se met en marche pour le défendre, Richard Malka, tout ça, pour dire c'est inacceptable, c'est insupportable, vraiment, on n'en peut plus des musulmans en gros de façon discrète, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que comme elle se dit, elle n'était pas en fait, mais bon, elle se dit homosexuelle, tout ça, voilà, la fabrication, le niveau de mensonge, elle acquiert la sympathie de Quotidien, qui la met en avant aussi. Donc là, il y a une sorte d'alliance des contraires, quand même, pour propulser et transformer en idole. Dans le camp progressiste. Voilà, dans une sorte de grand camp. C'est pas l'extrême droite, c'est voilà, le progressiste. voilà, c'est le grand camp progressiste, mais très étendu. Hein, ça va de Quotidien au Point, en passant par Franc-Tireur. Et donc, ils emportent avec eux, du coup, l'institution judiciaire sur pression du gouvernement. Le procureur, ils promeuvent un procureur qui est très heureux, Grégory Veil, de pouvoir incarner ce procès d'un nouvel ordre. Et là, vous avez un mur médiatique, même avec des caméras, des dizaines de caméras, etc., qui accueille tous ces prévenus. Et pourquoi le mien est arrêté, mon client ? Parce qu'il était catholique et qu'il ne voulait pas donner l'impression qu'ils étaient islamophobes. Donc ils en ont pris un, ils sont allés chercher sur Pharos, et le pauvre, il s'était fait signaler par son voisin qui voulait le vanner. Il avait zéro retweet et un like, il a été vu 42 fois son tweet, il disait juste « Je suis sûr que si je mets un doigt dans le postérieur de Mila, elle va arrêter de raconter des bêtises. » Donc vraiment rien, quoi, un seul. Hein. Elle lui a même pas envoyé, il l'a posté. Elle l'a jamais vu. Il a pris un an. Dans le truc Pharos. Il a pris un an. Pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument mettre en scène, voilà. Justement, la justice. Alors parlons-en parce que c'est une institution en laquelle on est censé avoir confiance. En France, c'est tout l'inverse. Non, c'est la catastrophe. C'est une justice ultra politique. On voit là maintenant, c'est X qui est sous le feu de la critique. On est prêt à aller très très loin. On a vu ce qu'ils ont fait à Rima Hassan aussi pour là encore un post sur X. Mais c'est la même. Et puis même, l'histoire de la drogue de Rima Hassan, c'est le même journaliste et la même PJ que moi sur l'histoire de la Lamaline. Donc c'est exactement les mêmes méthodes. Voilà, sauf que eux, ils ont commencé à la France Insoumise à avoir des réflexes plus offensifs et ils ont des moyens pour riposter tout de suite. Là où moi je m'étais fait écraser, j'ai survécu, mais j'ai vécu avec cette horreur pendant 5 ans. Eux, en quelques jours, ils ont réussi à le régler. Mais donc, on a des réseaux qui se mobilisent pour instrumentaliser. Et en fait, c'est terrible parce que c'est le meilleur instrument de l'impunité, parce que du coup, n'importe qui pourrait crier au complot. Vous voyez, où est vous parliez des statuettes de Dominique de Villepin. S'il n'y avait pas ce contexte d'hyper-instrumentalisation de la justice, ça aurait fait beaucoup plus scandale. Mais là, parce qu'on voit bien que... La vraie victime, c'est Fillon, en fait. Hein, ouais, qui est le en point de pleine départ, campagne, où on lui sort le coup Macron. des costards. Et c'est Macron qui est à la manœuvre. Enfin, c'est les juges pro-Macron. Il y a deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est la Sarkozy avec Bourgi pour les costumes. Ouais. Et après, c'est Macron avec l'emploi fictif de Pénélope. Et donc, Macron travaille avec le canard. Et il a ça depuis 2 ans. Et il a cette perversion, là aussi, qui est d'attendre le moment pour le fracasser. Vous voyez qu'il attend, et là, bam, il sort le truc au moment où il pense que ça va avoir le plus d'impact. Après, Fillon, il se défend pas bien, c'est-à-dire qu'au lieu il n'aurait pas dû dire que s'il était mis en examen, il démissionnerait, mais parce que justement, lui calcule par rapport au fonctionnement normal de la justice, qui met 1 an, 2 ans, des folies de temps à se prononcer. Il se dit, je suis safe. Quoi qu'il arrive, ça arrivera pas. Enfin, c'est dans tous les camps, parce que vous avez été cité aussi dans l'affaire du sexe de Benjamin Griveaux. Ouais. Incroyable. Le dick pic, là aussi, vous pouvez expliquer Mais incroyable, c'est-à-dire qu'on est sur une situation... Vous avez été accusé d'avoir monté l'opération. Ils ont essayé de me faire avaler... C'était 1 an après Crépuscule. Et en fait, Piotr Pavlensky, qui est l'artiste russe qui avait fait ça, qui était quelqu'un qui s'était coupé l'oreille en Russie, puis s'était cloué le scrotum devant la place rouge pour dénoncer...
Il a fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il a brûlé la porte du FSB à titre de performance. Puis après, il a fait la même chose avec la Banque de France en France. Il a passé plus de temps en prison en France qu'en Russie. Ça, c'est quand même pour ceux qui se posent des questions, en tout cas qui aimeraient se poser des questions. Là, il y a quand même une sacrée... Et donc, il est sous contrôle judiciaire, interdiction de port d'armes à cause de ce qu'a fait la Banque de France. Il vient de passer 11 mois en prison quand même, donc on pourrait se dire qu'il se calme. Et là, il décide de créer cette encyclopédie qui s'appelle Porno Politique, qui est censé accueillir toutes les productions pornographiques des politiciens du monde. Et donc, il commence avec un entretien avec la Tchatchoulina, et il sort une vidéo que Benjamin Griveaux avait autoproduite de son sexe turgescent qu'il avait transmis à une étudiante sur Instagram. Ça, il faut le dire à l'étudiante qu'il a reçue et qu'il a transmise à Piotr Pawlenski. C'est-à-dire qu'on est sur un truc... On sent quand même le montage, le coup, le piège. Et alors, la grande question, c'est d'où est-ce que ça vient ? Est-ce que c'est vraiment... Et c'est là où, en fait, c'est la grande limite. Parce que moi ça a été une affaire qui m'a traumatisé et qui a ouvert la voie au fait que ça se durcisse contre moi. Parce qu'une chose, c'est d'exposer les effets structurels de corruption, de compromission des médias avec Crépuscule et d'autres. Et l'autre, c'est tout d'un coup se retrouver en première ligne après qu'une des grandes figures du pouvoir ait chuté. Et je pense que la Macronie... En l'occurrence, il n'avait rien fait de mal, moi, je pense qu'il aurait dû continuer sa campagne. C'est ça. Et c'est la grande surprise... Il ne peut pas, parce qu'après, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est là où on mesure le degré d'attachement ou pas à l'engagement politique et le niveau de croyance. Donc, si on est tellement bourgeois qu'en fait, au premier obstacle, on décide que bon, finalement, ça n'en vaut pas la peine et on démissionne, c'était assez mignon. C'est pas forcément son choix aussi. Peut-être qu'il y a eu des pressions. Il a été peut-être... Et par ailleurs, il était en train d'échouer complètement. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas comme on savait déjà qu'il avait plus de chance d'être élu à la mairie de Paris. Et donc, en fait, la question qui se pose, c'est quels acteurs sont rentrés dans cette affaire. Et pour moi, la question seconde, moi, ça m'a beaucoup obsédé parce que je me suis retrouvé en première ligne et complètement électrocuté dans cette affaire. La deuxième, c'était qui avait eu intérêt à un moment donné à faire basculer l'affaire de Piotr Pawlenski à moi. Parce que c'est Piotr qui fait le truc. Le lien est comment En fait, je pense que c'est une succession à la fois d'effets d'opportunité et de hasard. C'est-à-dire que Piotr est placé en garde à vue, à la fois pour ça et parce qu'il a essayé Enfin, il s'est battu avec quelqu'un le jour du Nouvel An précédent. Il se fait placer en garde à vue, il me désigne, et à ce moment-là, le parquet s'oppose à ma désignation. Ils ne veulent pas que je sois, parce qu'en fait, ils ont très peur à ce moment-là que Piotr ait d'autres vidéos qui sortent, et que y ait que ça sorte. Voilà, c'est ça. Et sauf que le bâtonnier refuse. C'est un détail, mais c'est pas le procureur qui peut décider qui est l'avocat, c'est le bâtonnier, c'est le chef des avocats. Et donc le parquet est à poil parce qu'ils empêchent Piotr de voir son avocat, ce qui est quand même scandaleux, et ils n'ont pas l'approbation du bâtonnier pour le faire. Et donc là, il y a Henri Leclerc qui, avec sa grande voix, commence à dénoncer un scandale. Comment ça, on empêche un client de voir son avocat en garde à vue, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Il faut trouver une raison de m'empêcher d'être désigné. Et donc là, il va y avoir un journaliste de l'Obs. C'est très intéressant. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Un journaliste de l'Obs m'appelle. C'était le directeur, le rédacteur en chef. Et il me pose plein de questions sur l'affaire. On était dimanche. Et moi, je lui dis, écoutez, voilà ce qui s'est passé, ce que je sais, voilà, etc. Ok, merci beaucoup. 45 minutes, il publie un article en une de l'Obs. Juan Branco n'a jamais été désigné par Piotr Pawlenski. Il ne m'a pas posé la question. Non. Il m'a pas fait de contradictoire préalable, etc. C'est faux. Il m'a été désigné. Je lui dis, mais pourquoi vous dites ça ? J'envoie tout de suite les textos du bâtonnier qui confirment que je suis désigné, etc. Il bouge pas, il répond pas. Et le lendemain matin, je devais faire Apolline de Malherbe. Donc, le lendemain matin, 8h du matin, je vais chez Apolline de Malherbe. Et là, Apolline de Malherbe dit, mais en fait, vous n'avez pas été désigné. Mais pourquoi est-ce que vous prétendez que vous êtes l'avocat de Piotr si vous n'avez pas été désigné ? C'est parce que c'est vous qui avez sorti la vidéo. Voilà. Et en fait, et là, la source de l'Obs qui légitime le fait de pouvoir mentir. En fait, mais ça, c'est vraiment... Et il a fallu au bout de 48 heures, ils ont corrigé. Ouais. Mais le truc, voilà. C'est exactement la même mécanique contre Rima Hassan. J'étais obligé de sortir de la défense. C'est assez drôle que le bouquin contre la France Insoumise s'appelait La Meute, alors que La Meute, c'est celle des journalistes. C'est la façon dont tout d'un coup, en fait, ils construisent. Bon, bref. Donc après, on est suspect. Enfin, avant même d'avoir pu faire quoi que ce soit, il faut se justifier de quelque chose. Et 5 ans après, la question se pose encore. Mais alors... Mais ça, justement, on vous invite plus sur les médias d'oligarques. C'est fini, ça ? Non, en ce moment, non. La question qu'on se pose, c'est... On n'essaye pas non plus, pour l'instant. On a vraiment un truc de mise à distance. Il y a eu donc l'affaire Pawlenski. Et puis en plus, pour mesurer la perversion de cette époque, donc j'ai à l'époque une couverture médiatique tous les jours pendant 3 semaines sur BFM jusqu'au
jusqu'au moment où il y a la pandémie. Enfin, où il y a le. Ouais. Enfin, Non, on ne non, parlait que du le sexe de timing est Benjamin Griveaux incroyable. jusqu'au moment où on s'est Jusqu'au fait enfermer. virus. Et moi, j'étais plus que soulagé. Tout d'un coup, je me dis, bon, bah, alléluia, quoi. Merci, merci d'avoir fait tomber ce pangolin sur. Bon, donc, sur Terre. Qui n'était pas un pangolin, Qui d'ailleurs. n'était pas un pangolin. Donc, premier point. Et deuxième point, au cours de cette dynamique, c'est là où vous mesurez la perversion folle. Par exemple, le Figaro, du coup, tout le monde commence à faire mon portrait, évidemment. Du coup, toutes les thématiques du portrait sont sur l'angle de quoi ? Cette affaire-là. Non, mais du coup, sous-jacence, parce qu'il faut. C'est l'imposture. Cet homme doit être un imposteur. Et donc, toute mon histoire est réécrite sous la forme d'un. Alors que j'ai quand même mon petit parcours tout balisé. Et à l'époque, franc-tireur n'existait pas. Parce que Ouais, franc-tireur, ça- maintenant, c'est ouais, vraiment ça aurait l'organe été, qui est utilisé pour flinguer d'inversion. sur commande. Ouais. Donc, c'est vraiment déjà la presse était cet organisme de. Ouais, et donc, du coup, c'est que des flicage. citations anonymes. Ouais, non, en fait, il était pas au Quai d'Orsay, il a fait un stage. Non, mais je sais pas quoi, ouais, cumulatif. Moi, je suis quand même encore à l'époque. J'étais OK transgressif avec Crépuscule, j'ai toujours défendu des gens qui étaient comme Julian Assange, comme les Gilets jaunes, mais toujours avec cette idée que ce que je faisais était normal, vous voyez, et que donc Oui, mais il y avait beaucoup de choses. je comprenais pas la réaction. Entre la Cour pénale internationale, les Gilets jaunes, Assange, ça fait beaucoup. Et je pense que les Gilets jaunes, on voulait vous faire payer. Ouais, ça côté-là. c'est là où je disais, il y avait aussi l'effet un peu structurel, c'est-à-dire que entre Piotr, qui parlait à peine français, et dont tout le monde se fichait, et Juan Branco, c'était plus excitant de faire basculer l'affaire sur Juan Branco et de créer de se venger de tout ce que Est-ce qu'il n'y j'avais a pu. pas aussi le microcosme Germano-Pratin Oui, Parce que et beaucoup de gens Gabriel. vous connaissent. Et Gabriel, Alors tous voilà. les réseaux puissants de Gabriel Attal, de Mimi Marchand, bien sûr, tout d'un coup, tout ça vient nourrir de off les journalistes qui recueillent en citant de façon anonyme, sans aucune vérification. Et là où je voulais en venir sur la perversion, c'est cette journaliste du Figaro qui fait un article dégueulasse, mais qui m'appelle juste avant pour me dire, mais est-ce que j'annonce que vous êtes candidat présidentiel de 2022 ? Et moi, je suis au téléphone et je me dis, mais ces gens sont fous furieux. Donc ça, ils vous détruisent sur 95% de l'article, mais ils veulent vous filer quand même un petit truc parce qu'en fait, finalement, ça les excite d'avoir une sorte de truc transgressif. Pour eux, Bon, ça fait des ventes aussi. Voilà, donc c'est un truc, mais qui est au-delà du compréhensible. Et donc on se retrouve quand on n'a pas eu l'expérience. Moi, j'aime bien être dans la position à laquelle je suis aujourd'hui parce que des gens comme Édouard Philippe et tout ça n'ont jamais connu ça de l'autre côté. Ils savent pas du tout ce que c'est et ils ne sauraient pas résister un instant à ces machines qui, tout d'un coup, mimétiques, qui se mettent en branle, à la fois intentionnellement, mais aussi par effet de connivence. C'est-à-dire, à un moment donné, on se regarde les uns les autres et on avance ensemble sans plus réfléchir, comme une meute, comme vous le disiez. Et donc, à un moment donné, tout ça donne aussi des instruments pour comprendre. Et donc, sur l'oligarchie, moi, je me souviens à battre l'ennemi l'année d'après, je refuse les grandes gueules à la dernière minute parce que j'ai pas envie de défendre le fait qu'il faille faire une révolution, un coup d'État en France sur les grandes gueules. Et pourtant, ils voulaient faire une demi-heure sur le livre avec tous les chroniqueurs qui chacun avait lu le livre. Ils m'en ont beaucoup voulu. Parce que, comme Hanouna, j'ai refusé plusieurs fois depuis. Je me suis dit, OK, on a créé un socle de notoriété suffisant, avec justement, notamment, en me compromettant quand même, en allant dans des émissions qui sont assez salissantes, en me faisant cramer sur des histoires à la mort moelle-neu. Et maintenant, je crois aussi au fait que la mémoire collective, il y avait Chirac qui disait, la mémoire Mitterrand, la mémoire des Français est de 6 mois. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois qu'en fait, on s'installe dans la mémoire collective, en bien ou en mal, c'est pas le sujet, et on n'est pas obligé de courir derrière les gens en permanence, comme ça, dans cette hystérie-là. Donc, on profite maintenant de cet espace. S'il y a 27 000 personnes qui sont inscrites sur un Discord, vous savez que le Discord de Villepin, c'est 1000 personnes, celui du RN, c'est 7 000, celui de la FI, c'est 9 000. C'est énorme. Si on a réussi à faire que des gens qui ne connaissent rien au gaming et compagnie, tout d'un coup, se réunissent autour d'une plateforme juste avec des tweets, c'est qu'il y a quelque chose qui est resté. De l'ordre qui est évidemment très manipulé et rendu trouble par cette succession de polémiques, d'affaires, d'accusations, de contre-accusations, bref. Mais il y a quand même une ligne directrice qui s'est installée. Et maintenant, en fait, la collectivisation du jeu, le fait de se lancer, si vous voulez nous rejoindre, il ne faut pas hésiter, ça va nous permettre un peu de construire une structure qui, j'espère, va pouvoir survivre en dehors de ces schémas-là. Et à ce moment-là, avec cette force-là, sans plus craindre... parce que quand je me retrouvais là-bas, j'étais un peu comme le roseau au vent. Enfin, vous voyez, face à Apolline de Malherbe et compagnie, ils peuvent vous fracasser en un instant, ça n'engage rien. Là, s'ils s'attaquent à moi maintenant, ils s'attaquent aussi derrière à cette ruche de gens qui croient en fait dans ce qu'on est en train de faire, qui font un travail collectif, et on a cette capacité en fait à faire contrepoids à leur égard. Donc là, peu à peu, voilà, on construit cette dynamique.
Alors justement, vous parliez de la France Insoumise. Vous avez été un compagnon de route de Ouais. la France Insoumise pendant des années. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu rupture Alors, très peu. Aujourd'hui, vous êtes très critique quand même de Jean-Luc Ouais, alors Mélenchon moi, et de la j'ai France pas Insoumise. supporté ce qui s'est passé avec l'affaire Quentin Durand. On peut y revenir, Ouais, je veux bien. mais juste avant, ouais, en gros, comment ça se passe? Moi, en 2016, il y a une émission qui s'appelle Le Supplément sur Canal qui me fait mon portrait, et je me retrouve à côté de Jean-Luc Mélenchon sur le plateau. Moi, je suis complètement désenchanté de la politique à ce moment-là. Enfin, j'ai connu 2012 avec la culture et les propositions qu'on avait faites contre Adobe, tout ça. J'ai pas envie de revenir là-dedans. Lui, visiblement, me connaissait pas et aime ce qu'il découvre de moi et me propose de les rejoindre. Et pendant un an, j'ai freiné des cas de fer. Et fin 2016, quand entre Valls, Macron, Fillon, tout ça, je me dis, oh là 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 là, la France va pas bien. Et donc, on se revoit et on parle 4-5 heures comme ça dans son bar dont tout le monde parle à chaque fois. Et il me fait une sorte de questionnaire sur c'est quoi votre personnage historique préféré, nanana. Et il me dit, vous serez mon commissaire au numérique, 2017, bon bref. Mais je reste à distance et je fais pas grand-chose. Et après, à un moment donné, il y a quand même le discours de Marseille qu'il fait à l'époque qui m'émeut. Et je lui dis que s'il a besoin d'aide, je veux bien l'aider. Et là, il me dit que ça serait bien pour eux si je me présentais aux législatives. Et donc je me présente aux législatives contre Jordan Bardella, à Clichy-sous-Bois. C'est un sketch, la politique française. Ouais, c'est effrayant. Et on se fait rétamer tous les deux d'ailleurs par un macroniste et un LR. Comme quoi on est... C'est la seule élection à laquelle il s'est présenté à titre personnel. Hein. Les autres, l'autre c'est européenne. Ouais, c'est ça, c'est une liste. Quoi. Et d'ailleurs, il n'avait aucun militant, donc il faisait coller ses affiches par des Roumains à 6h du matin. Et on avait toute la circonscription qui était couverte d'affiches, alors qu'on ne le voyait nulle part. Il était inconnu à l'époque. Non, alors oui, il était inconnu, mais on le voyait monter. Ouais. Il avait 24 ans, mais en gros, il était déjà porte-parole. Je ne sais pas s'il était encore porte-parole, mais il allait devenir porte-parole du RN. Et il était venu me voir sur un parking du Leclerc de Clichy-sous-Bois, comme ça, en me disant... Monsieur Branco, nous sommes les deux seuls candidats qui avons une idée pour la France. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais t'es qui, mec? Enfin, genre, ça va, go do your things. Et en fait, après, il y a eu un désaccord avec... Donc, Mélenchon m'a proposé d'être son avocat. J'ai refusé de m'impliquer dans le parti. J'avais pas envie de... Donc, je suis pas allé aux journées d'été où j'avais été invité, tout ça. Je pense qu'il y avait l'idée que je sois tête de liste aux européennes de 2019 qui a circulé à un moment à la place de Manon Aubry. Mais j'ai pas donné suite aux différentes actions. Et au moment des perquisitions, il y a eu un désaccord fondamental entre Jean-Luc et moi sur la stratégie de défense à mener pour expliquer ce qui se passait, pourquoi il s'était comporté comme ça. Et je pensais que la ligne qu'il avait adoptée n'allait pas être compréhensible pour les Français. Quoi, il a décidé de suivre un autre chemin. Et moi, à ce moment-là, en fait, je venais de finir d'écrire Crépuscule, on était en octobre, et en fait, il y avait aussi cette limitation, c'est-à-dire que en tant qu'avocat de Mélenchon, ma prise de parole lui était attribuée. Et donc, je ne pouvais pas rentrer en rupture radicale comme je souhaitais avec le fonctionnement oligarchique et révéler ce que je m'apprêtais à faire. Et donc, j'ai pris mes distances. Et j'ai publié Crépuscule. Et en fait, quelques semaines plus tard, il y a eu les Gilets jaunes. Et je suis rentré à fond avec les Gilets jaunes pour les défendre. Et après, j'ai appelé à l'abstention aux européennes en 2019 parce que je considérais que, un, ils n'avaient rien à gagner à ces élections. Et je pense que j'avais raison. Et deux, s'ils voulaient être vraiment les candidats du peuple, ils auraient dû se montrer solidaires et frapper un grand coup en disant nous, on ne participe pas à une farce démocratique alors qu'il y a des Français qui sont en train d'essayer de défendre leurs droits et qui sont en train de se faire massacrer dans la rue. Ça leur aurait rien coûté, et ça aurait été symboliquement très fort. Et ils m'en ont beaucoup voulu de cet appel à l'abstention. Et j'avais en fait un lien surtout unipersonnel avec Mélenchon. Je me suis jamais vraiment impliqué dans le parti. Donc je pense que par ailleurs, il y avait pas mal de jalousie avec tous les adjudants de l'homme politique. Et au moment de Rank, de la mort de cette jeune personne d'origine immigrée à Lyon, j'ai trouvé insupportable ce qui s'est passé à plusieurs niveaux. D'abord, je trouve qu'il y avait une faute majeure de la part de Mélenchon de mélanger une scène qui est par définition non institutionnalisable, qui est l'antifascisme, et notamment les groupuscules qui participent à des batailles de rue, avec un parti institutionnel. Je trouvais que ce mélange était très dangereux.
Et il a beaucoup poussé et beaucoup soutenu les Antifa à partir de 2022 à peu près. Il a mis en avant, fait élire Raphaël Arnaud, tout ça, dans une circonscription qui lui a été donnée juste pour qu'il puisse être élu, parce qu'il n'avait rien à voir avec Avignon. Et il les incitait à continuer le combat, etc., disait-il. Et en fait, je trouve que Jean-Luc Mélenchon a un rapport très instrumental à la question de l'extrême droite. C'est-à-dire que lui voit un intérêt tactique au fait de créer une polarité entre lui et une extrême droite très large, en fait, qui englobe plein de choses différentes. Et il veut du coup centraliser dans l'échiquier politique l'extrême droite. Et donc tout son calcul, c'est qu'il n'y ait plus que lui et l'extrême droite. Or, moi qui ne suis pas dans le calcul politique parce que je n'ai pas d'intérêt immédiat de construction d'une force politique et autres, je sais, comme tous les Français, que le fascisme est déjà au pouvoir, qu'entre le RN et la Macronie, il ne va pas y avoir de différence. Et en fait, il joue sur, la sensibilité héritée de citoyens français qui, depuis des années, se sont vus répéter que le RN était le diable et qu'ils allaient zigouiller tous les enfants d'immigrés du pays. Des gens qui sont un peu distants de la chose politique, donc qui ne sont pas forcément au fait des véritables sensibilités qui sont représentées dans chacun des partis. Et il joue sur ça, mais exactement comme le fait Gabriel Attal. Moi, je me souviens de l'alliance Mélenchon, à l'époque, c'était Bompard-Attal aux élections de 2024, sur la question de la binationalité pour les principaux postes de responsabilité dans l'État. Le fait que le RN avait proposé que ce soit réservé à des gens qui n'étaient pas binationaux, le fait de diriger une centrale nucléaire, d'être à la tête de la DGSE ou autre. Et on avait une hystérisation du débat politique pour dire « Ah, c'était vraiment des fachos, racistes, etc. » Alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste une question de souveraineté nationale. Quand on peut avoir une double allégeance, quand on a une double nationalité. Si on est franco-marocain, l'État du Maroc va essayer de faire pression sur son ressortissant quand il vient en vacances voir sa famille. Et comment on fait pour éviter ça? L'Israélien, pareil. Donc, cette instrumentalisation et ce discours victimaire issu de SOS Racisme qui cherche à faire du clientélisme politique, mais insupportable. Et quand ça envoie des gamins à la mort, parce que je finis juste sur le raisonnement, pardon, j'étais un peu long, c'est-à-dire que quand on incite des gamins à aller se fracasser la gueule dans la rue, sur des divergences idéologiques qui peuvent être parfaitement réglées par le débat. Mais il n'y a pas d'incitation. En quoi il y a eu incitation? Il n'a pas arrêté de pousser à leur dire de continuer le combat, alors que la jeune garde ne faisait que des combats de rue. La seule activité qui distinguait la jeune garde du reste, c'était d'aller se faire taper sur la gueule et vice-versa dans les rues de Lyon et par ailleurs de façon générale. Et les gamins... eux expliquent que c'est en réaction justement à la violence eux expliquent que... etc. Ouais, bon, blablabla. Enfin, très bien. Soit t'es un parti de gouvernement, et en l'occurrence avec une gauche qui est à la mairie de Lyon, qui a donc des moyens institutionnels importants, avec une force politique, qui a je ne sais pas combien de dizaines de députés, qui a une capacité à un moment donné, qui a quasiment pris le pouvoir en 2024, et tu joues de ça pour faire pression sur les préfets, pour qu'il y ait des politiques de répression sur les violences politiques, pour protéger les gens. Qui soient vraiment au service des populations. Oui, voilà, parce que là, pour assurer... les policiers ont compté les points. À Lyon, mais alors c'était pas les policiers, c'était les RT. Mais les RT, par définition, ne bougent pas. Mais jamais. Ils peuvent appeler très rapidement et dire on va peut-être faire quelque chose. Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Mais tout ça fait partie du jeu institutionnel. Le jeu institutionnel, c'est pas de créer c'est même pas des milices, c'est des bandes de petits gamins complètement décérébrés qui vont prendre le risque de perdre la vie ou de la faire perdre, parce que là, des deux côtés, ils se font massacrer. Du côté FI, les mecs sont partis pour 20 ans. Et du côté du péruvien, il est mort, quoi. Et la famille est massacrée. Et tout ça est improductif, voire complètement contre-productif, parce que ça génère un effet de sidération dans la population, et eux peuvent se réfugier sur le côté la sphère Bolloré, etc. Non, mais il y a une vraie sensibilité à la violence en France. Il y a une vraie sensibilité au fait qu'un gamin de 23 ans crève parce que quoi, en réalité? Parce qu'il y avait Némésis. Moi, je les connais bien, Némésis. C'est eux qui ont fait le premier entretien avec Mila. Ça permet de rebondir. C'est eux qui ont lancé l'affaire Mila. Et moi, j'ai vu tous les tocards de social-démocrates qui ont pris le train de Némésis. Oui, parce que c'était un cadeau. Voilà. Donc moi, je vois bien tout le continuum facho qui est au pouvoir aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de faire croire. Ça, c'est important de dire que aujourd'hui, ce qui est au pouvoir, c'est un fascisme. Et on le voit avec les lois qui s'accumulent quand même les unes après les autres. Et la pratique policière, Richie Thibault, qui vient de se faire encore arrêter hier pour un tweet ou pour une parole où il parlait un policier. Il
disait qu'un policier était au service de la préfecture. Bah oui, mec, d'ailleurs, par ailleurs, c'est factuellement vrai. Donc, quoi ? Et donc, tu te fais arrêter, placer en garde à vue pour ça dans la rue. Et on voit les images de Richie Thibault menotté, en plus, comme s'il allait s'échapper pour être mis dans une voiture. La police nationale était fils de Pétain, ce qui est aussi factuellement... Et tout ça, ça devient du vrai fascisme au sens où l'appareil de répression se désolidarise de l'appareil politique, n'est plus contrôlé par le politique. Vous voyez, ça devient l'arbitraire. La même possibilité, on va se le faire. Et on peut se le faire, en fait. On peut se permettre de se le faire. C'est l'affaire Rima Hassan, c'est ce que j'ai connu. Et la justice qui rentre dans la danse. Et voilà, et qui suit. Et donc, quand il n'y a plus du tout cette inhibition... Et tout ça, c'est ça le vrai danger. Et le vrai danger, c'est la perpétuation. Le RN va faire à peu près la même chose, je pense. Mais à peu près. Et en fait, sur l'Europe, sur tout le reste, c'est identique. Là, c'est Mélanie. Voilà. Donc, à quel moment on instrumentalise et on mène à la mort des gamins parce qu'on leur fait croire que la priorité est là, alors que la priorité, elle est dans le rapport de force vertical. Or, par ailleurs, tous les oligarques se délectent de tout ça. C'est une faute morale, une faute tactique, une faute politique. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Et j'ai considéré qu'il était très important qu'ils se désolidarisent. Et qu'en fait, surtout qu'il fallait reconnaître l'erreur et se détacher. Parce qu'il y a quand même 3 des collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud qui sont impliqués dans un meurtre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut... Enfin, je veux dire, c'est qu'on est en train de payer... C'est le dernier point. On est en train de payer des mecs pour qu'ils aillent s'amuser, faire des bagarres de rue un jeudi après-midi à Lyon, là où, donc très loin de leur circonscription. À un moment donné, un minimum d'éthique politique consiste à dire « Ok, on a merdé, on s'est trompé. On pensait que c'était important parce qu'en effet, il y a un problème à Lyon, etc. On ne l'a pas fait. On reconnaît, on se désolidarise et on reclarifie les groupes antifa d'un côté, parce que l'antifascisme est un havre culturel important aussi. Enfin, c'est-à-dire que ça maintient... C'est enrichissant pour la société qu'il y ait des gamins qui se réunissent pour essayer d'éviter que les idéologies les plus extrêmes... Voilà, très bien. Mais le problème... Et encore une fois, c'est presque une erreur d'intelligence. C'est-à-dire, on a créé une confusion entre 2 sphères qui ne devraient pas se toucher. Et j'énonce ça. Et la réaction de chien de garde, vraiment, de toutes les forces sympathiques à Jean-Luc Mélenchon qui sont jetées sur moi, parce que j'avais osé. La seule qui, paradoxalement, c'est très intéressant, qui n'a pas eu ce réflexe, c'était Rima Hassan, qui est venue me dire, je comprends ce que tu dis, et je vais t'expliquer pourquoi, en gros, de mon côté, je me suis retrouvé là-dedans alors que j'avais rien à voir avec tout ça. Et j'ai juste dit à Rima, mais vous n'êtes pas le sujet, il n'y a pas de sujet, vous êtes le sujet de l'extrême droite, vous n'êtes pas du tout mon sujet, ce que vous faites, continuez à le faire, il n'y aura aucune difficulté. Et donc, il y a un moment donné où cette dynamique sectaire, qui en réalité, on l'a bien compris aujourd'hui, Mélenchon, Jean-Luc, il est resté trotskiste. Et les trotskistes, leur objectif principal, c'est d'être dominant, même s'il faut, dans le camp minoritaire. L'important, c'est en fait de prendre leur camp idéologique, pas de prendre le pouvoir nécessairement. Donc c'est de devenir la principale force d'influence à gauche, et qu'importe si ça implique une stratégie nécessairement perdante, comme on le voit aujourd'hui avec... c'est pas qu'il faut croire au sondage, mais... systématiquement, on se retrouve avec des ratios de 70-30 au deuxième tour. Oui, mais ça, les sondages, à un an de l'élection, ça sur le deuxième tour, ça veut dire quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut se déterminer politiquement par rapport à ça, mais moi, ce qui est mon intuition politique, c'est que en fait, c'est une stratégie qui nous mène à notre perte. C'est pour ça aussi qu'on a créé notre mouvement, qui essaye de rompre. Nous, en fait, c'est quoi la leçon des Gilets jaunes ? C'est l'inverse. C'est qu'il faut faire dialoguer les forces politiques. C'est qu'il faut retrouver quelque chose qui fasse cohérence et cohésion au sein du peuple français, quelles que soient les origines idéologiques des uns des autres. C'est à l'inverse, en fait, de cette stratégie, de la stratégie qui est suivie aujourd'hui par Mélenchon. Oui, mais justement, le jeu politique est structuré par cet antagonisme fort, par le fait qu'il y a une radicalisation aussi qui est utilisée par tous les partis vraiment. Rentrer dans ce jeu-là en disant on va essayer de ne pas le faire... non, mais notre radicalisation, elle est contre l'oligarchie. Nous, on est ravis d'envoyer aux îles Kerguelen nos oligarques. Enfin, vous voyez, je veux dire, nos propositions sont hyper radicales. Attendez, vous imaginez les implications de la sortie potentielle de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de rassurer en disant on va quand même se donner ce temps de réflexion collectif avant d'être sûr de s'y lancer, d'avoir un plan, de nous préparer, de nous préparer aux 6 mois et qu'on se retrouve pas dans une configuration de type Brexit. Enfin, vous voyez, où tout est anarchique. Mais c'est beaucoup plus radical au fond que la France insoumise, qui en gros, moi je la décris aujourd'hui comme étant la gauche Zara. La seule chose qu'elle propose, c'est d'augmenter, dit-elle, le pouvoir d'achat, notamment par des subventions et par des prébendes diverses, pour qu'on continue
à alimenter les usines du sud-est asiatique en consommant étranger, ce qui va accroître la crise comme une identitaire. composante souverainiste qui reste Elle est où? présente Ils sont tous partis. sur la réindustrialisation. François Coq, tout ça. Sur, Dans le programme, oui, dans il le y a oui, mais qui est incompatible avec, pour moi, le maintien dans l'Union européenne et dans l'euro. Parce que si vous n'avez pas de droits douaniers qui sont alliés à des critères sociaux, écologiques et autres, c'est impossible. Et si vous devez négocier l'adoption de ces droits douaniers avec vos 27, et qu'on refait le circuit que j'ai décrit tout à l'heure, en fait, vous êtes en train de promettre la Lune de façon hypocrite. Il y a quelque chose qui est fondamentalement factice. Alors peut-être que c'est le fruit d'un calcul tactique, là encore, de la part de la France insoumise, qui consiste à dire les Français ne sont pas prêts à sortir de l'Union européenne et de l'euro. Si on le propose, on meurt. C'est exactement ce qui a amené le RN à renoncer à ces propositions-là. Mais ils n'ont visiblement pas poussé à la réflexion au point qui est le nôtre, qui est de se dire, en fait, à travers le référendum, on redonne cette confiance et sans renoncer à nos principes. Il n'y a pas beaucoup de monde, quand même, dans les ruches qui ont fait leur éducation politique par les Gilets jaunes, mais aussi par cette lutte anti-oligarchique de la France insoumise, qui a quand même démontré le mécanisme des médias. Non, moi je suis pas d'accord. Parce que d'ailleurs, ils n'ont jamais osé parler de crépuscule parce qu'ils ont très peur de se fâcher. En fait, ils ont très peur d'une vraie rupture avec eux. Donc en fait, il y a des. Après, encore une fois, c'est une stratégie politique comme une autre, mais il y a un vrai rapport de mise en négociation permanente avec le système oligarchique. C'est-à-dire que oui, il y a un Pigasse qui va arriver. Voilà, et ça convient. Qui a acheté Nova et qui va être l'oligarque pour la gauche, entre guillemets. Après, est-ce que l'AFI... je pense que Pigasse va plutôt être... c'est pas vraiment un oligarque parce qu'il est beaucoup moins fortuné que ce qu'il prétend, mais je pense que lui va plutôt essayer de... Ça va être comme Olivier Legrain avant lui, il va plutôt nourrir la gauche social-démocrate. Mais c'est plutôt que... Comment dire? C'est un peu comme la vidéo qu'on a de Jean-Luc Mélenchon face à Emmanuel Macron à Marseille. Vous voyez, on fait des algarades quand on est seul en tribune, et en réalité, tout d'un coup, il y a une forme d'adoucissement qui se met en place, où finalement, on est très content qu'Alain Duhamel soit gentil avec nous, on s'entendait très bien avec Serge Dassault, c'est comme ça d'ailleurs qu'il a construit sa carrière au début dans l'Essonne. Il y a quelque chose du manque de confiance dans la consistance du discours, qui est, à mon avis, tangibilisé par un élément très factuel. Il n'y a jamais d'attaque directe nominative aux oligarques en question. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de protection de la couche. Bolloré. Voilà. Bolloré, parce qu'on en revient à cette identification au camp d'en face. Les deux cibles, c'est Sterrin et Bolloré. Voilà. Mais ça, c'est non seulement facile, mais hypocrite et contre-productif. Parce qu'en face, il suffit de leur dire mais les cocos, vous êtes pareil. Enfin, vous avez Niel, vous avez Arnaud, vous avez maintenant. Vous avez eu. Arnaud. Alors, quoi que si Hélène Arnaud vote Mélenchon. Non, mais il n'est pas mélenchoniste du tout, évidemment. Mais il fait partie de ce grand espace institutionnel où la France insoumise est accueillie, où le Parisien parle d'eux, etc. Mais bon, je ne veux pas non plus faire le procès de la France insoumise, c'est pas du tout mon objectif. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui vous suivaient, mais qui suivaient aussi la France insoumise, qui se disaient il y a quelque chose. Et là, c'est vrai que l'affaire de Rank a été une rupture. C'est important. En tout cas, c'est une clarification très importante à la fois sur le fond programmatique. Il y a des vraies distinctions de fond et des vrais désaccords fondamentaux où moi, je ne vois pas en fait de cohérence à la dynamique qu'ils ont générée d'un point de vue idéologique et programmatique, et des différences tactiques majeures, et aussi, encore une fois, une sensibilité à des sujets qui sont très importants, notamment liés à la question de la libéralisation de l'activité pour les petites entreprises, etc., qui ne sont pas du tout prises en compte par eux. C'est-à-dire je pense honnêtement que parce qu'on n'est pas obligé de se définir par gauche-droite, on a une écoute latente beaucoup plus... On est plus sensible aux pulsations du peuple. Voilà. À des solutions qui sortent du chapeau. Voilà. Alors justement, là sur 2027, tel que ça se prépare, ça va être une élection oligarchique, extrêmement amoindrie par le DSA aussi. On va avoir une campagne sans doute ridicule et des candidats non moins ridicules. Comment rendre crédible Gabriel Attal ou Jordan Bardella? Comment c'est possible même que ces deux personnages soient en capacité de se présenter à l'élection présidentielle? C'est pas fondamentalement différent d'Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, vous vous souvenez que Emmanuel Macron était Mozart de la finance et Mozart tout court, puisque 3e prix au concours municipal d'Amiens, du conservatoire municipal d'Amiens. Donc je veux dire, ils sont vraiment capables de... C'est facile, quoi. C'est sur ce point. Enfin, c'est vrai qu'à chaque fois, la barre est un peu plus dure, parce qu'on passe de garçons qui ont
certes raté 3 fois normal, mais réussi l'ENA. Enfin, vous voyez, ils arrivent à trouver toujours des... là, ils n'ont pas de métier, pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle. Vous parliez d'imposture, mais Gabriel Attal, c'est compliqué quand même. C'est vraiment Oui, la carrière d'un imposteur. J'ai été bien placé pour le voir et pour le raconter et pour anticiper à quel point ça marcherait aussi. C'est là où moi, je me souviens de Natacha Polony, par exemple, qui avait été très dur à mon égard. Crépuscule est né d'un refus par Natacha Polony de publier un article qui donnait la substance de Crépuscule. Et en fait, j'en ai fait un livre à partir de ce refus. Et elle avait un peu, comme beaucoup de gens en fait, dans cet espace institutionnel, alors même qu'elle a des idées qui sont beaucoup plus intéressantes d'un point de vue politique que la plupart des éditorialistes, elle a tout de suite voulu psychologiser mon geste en disant, en gros, vous accordez de l'importance à un mec qui n'est personne et qui ne représente rien. Le mec n'était que député à l'époque. Donc, mais je veux dire, alors que tous ceux qui ont lu Crépuscule comprennent très bien qu'en réalité, voilà, c'est ça. Et elle s'est trompée, ça peut arriver, je ne vais pas lui en faire le procès. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un réflexe générique par rapport à ça, de résistance, à dire non, c'est pas possible. Et là, c'est un peu ce que vous me dites. Non, c'est pas possible. Mais en fait, malheureusement, cette machine-là est capable de transformer tout ce qu'elle touche en faux or, mais quand même dans une matière brillante qui pourrait attirer. Et Bardella à la stature, moi j'avais compris ça quand il était venu me voir sur le parking du Leclerc. Et après, quand on avait débattu, il y a un merveilleux débat sur France 3 Régions entre moi, Bardella et, il est encore et quelques autres qui sont encore en ligne. Et en fait, c'est des choses qui sont très secondaires, mais qui jouent. Il est très grand et il a une vraie carrure. Et en fait, ça faisait que quand il s'était présenté à cette élection, à 24 ans, vous rajoutez le costume, les cheveux gominés, ça tenait. Vous voyez, sur des choses... En fait, la politique se joue aussi beaucoup sur ces... et donc, eux travaillent beaucoup ça. Gabriel s'est fait opérer des yeux parce qu'il commence à avoir des poches monstrueuses à cause de ses nuits d'amusement. Et donc, vous voyez, il prépare presque physiquement en tant que produit, vous voyez, à commercialiser... Mitterrand s'était fait limer les dents voilà. pour ne pas faire peur. Ça, je ne savais pas, mais si. C'est intéressant. Ouais. Et François Hollande avait perdu 17 kilos. Oui, clairement. Et donc on rentre dans cette phase-là où, c'est encore une fois ce qu'avait compris Gabriel, c'est qu'il faut d'abord construire la notoriété, la masse. Et ensuite, et donc ils sont capables. Ouais. Et même l'histoire de Carolina, alors ils ont raté leur opération de communication. Ah oui, là aussi, Maria Carolina de Bourbon de Sicile, vous la connaissez. Ouais. Elle a fait des photos où elle avait votre livre entre les mains. C'est quoi votre relation ? On m'a prêté une histoire amoureuse avec elle. Zoé Sagan avait fait une série très drôle qui avait été lue par des millions de personnes. Et d'ailleurs, Aurélien, qui était donc l'auteur derrière Zoé Sagan, est convaincu que Jordan Bardella lui a piqué l'idée. C'est-à-dire qu'il a vu cette série qui romantisait mon rapport avec Carolina et que lui ou ses communicants se sont dit mais oui en fait quoi. Et quand ils se sont rencontrés à Monaco au Grand Prix, ils ont lancé le truc. C'est des familles dans lesquelles tous fabriquent. Vous voyez, parce qu'en fait. Quel est l'intérêt de Maria Carolina de jouer ce jeu-là ? C'est évident, on retrouve le trône de France. Il faut comprendre que c'est des princesses sans trône. Donc tout leur capital repose sur d'un côté. Comment dire ? Il faut d'un côté que perdure le prestige associé à leur titre. Parce qu'en fait, c'est ce qui va leur permettre, de génération en génération, de reproduire leur capital, pour le coup, économique, en étant courtisés par Jean Arnaud, par ce petit milieu. Et donc, c'est des mondes dans les mondes. C'est-à-dire, c'est des lieux où on voyage en jet privé, ou de Saint-Tropez au Liechtenstein, en passant par le mariage du grand-duc du Luxembourg et Mar-a-Lago, parce que la famille Bourbondais de Sicile est très proche de Trump. Pourquoi ? Parce que typiquement, Trump, qui est quand même un oligarque en toc, a besoin de s'entourer de têtes couronnées européennes pour briller en Floride, à New York. C'est aussi le réseau Epstein. Hein. Et donc, voilà. Et donc, en fait, là-dedans, vous avez toute la pire horreur de la Terre qui s'agglomère parce que vous avez à la fois la promesse de visibilité, de pouvoir et d'argent. Et donc, à la fois pour Bardella et la famille Bourbondais de Sicile, parce que c'est pas Carolina qui est en train de décider. Enfin, c'est ça qui est intéressant. C'est la famille qui l'a placée là. C'est une construction sociale. Donc, c'est un choix partagé, mais c'est un... Et donc l'histoire est totalement fausse. Qu'elle soit fausse ou vraie, pas avoir de relation. En fait, c'est un peu comme ce que dit Nietzsche. C'est par-delà le vrai et le faux. C'est pas par-delà le bien et le mal, c'est par-delà le vrai et le faux.
on est dans de des la mondes, post-vérité, voilà, on est du dans, récit. on est dans des Guerre de mondes récit. où les choses se construisent, l'amour se construit, les familles se construisent, et les couples se décident. Et donc, Par c'est un peu ce que je raconte dans mon ouais. livre, dans mon film Le Massacre de Gilles de Retz, qu'à un moment Ouais. donné, on va fabriquer un coupable, on va fabriquer un innocent, on va fabriquer des victimes, on va fabriquer des héritages. Et donc, dans cette dynamique-là, mais pour vous dire, moi, ça ne m'étonne pas du tout, mais quand j'ai vu qu'ils envisageaient de se marier à la basilique de Saint-Denis. C'est un peu gros, ouais. Mais c'est quoi? C'est le fruit de mois de consultation dans le secret, quand les gens ne savent pas encore qu'ils sont ensemble, ou en tout cas qu'ils vont mettre ensemble ce couple, et dans lesquels ça discute dans les dîners, où ça joue, ça se dit mais comment on va faire ça, je sais pas quoi, hein, et ça finit par considérer comme sérieuse l'hypothèse que cet écho symbolique au roi de France Va marcher, et va, aurait du va sens. emmener le peuple Et en fait, c'est que quand ça se à- retrouve dans Paris Match que là on se dit ah ouais non, peut-être qu'on allait un peu loin. Ouais, Ok, non, parce peut-être que qu'on c'est est un peu- ridicule. Ouais, Parce voilà. que du coup, c'est Oui, ridicule. mais le ridicule dans les petits dîners en ville, à Saint-Trope, dans le palais en Ça Sicile, passe, on ouais. s'en rend pas compte. Enfin, à Naples, pardon, on ne voit, sur le moment, on est dans des palais, on est avec des gens qui sont tous des héritiers sur 50 générations, etc. Et qui s'amusent. Et puis voilà, et puis c'est drôle, c'est très drôle. Et puis c'est les parents qui s'amusent avec leurs enfants, et puis qui voient aussi que du coup, ce qui sont construits, ces alliances entre grandes familles financières et princes va pouvoir se perpétuer. Bardella, je pense qu'il doit être pris dans une dynamique de vanité extraordinaire à tous les niveaux, à la fois parce que Carolina est par ailleurs une fille qui est quand même assez belle, assez intelligente, vive, généreuse. Ah, c'est pas ce qu'on voit dans les Ouais, mais parce qu'elle est interviews, complètement perdue. ouais. Enfin, c'est quelqu'un qui est même pas allé à l'école. Je veux dire, c'est Elle quelqu'un le dit qui, d'ailleurs. voilà, Elle a qui- passé Harvard, je crois. Ou non, elle n'a pas c'est- du tout fait Harvard. Non, mais Elle elle a s'inscrit, fait les voilà, cours du c'est soir. ça. Non, vous Sur voyez, tout est, Internet. tout Mais est tout est romancé encore. voilà, une fois. non, Tout est mais récit. fictionnalisé au dernier niveau et fait pour se retrouver sur papier glacé. Et donc, il y a un moment donné où, sauf que, à un moment donné, génération Ça après devient génération, grotesque. et surtout, c'est des gens qui perdent la substance. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont plus les codes culturels, c'est des gens qui n'ont pas lu d'œuvres, je sais pas quoi, donc qui apparaissent ridicules parce qu'ils sont en surface. Aucune référence. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est un peu ce que vous pensez qui va arriver à Bardella les prochains mois. Peut-être que ça va arriver. C'est-à-dire, peut-être qu'il va s'effondrer. S'il s'effondrera, en tout cas, ce sera par ça. Ce sera parce qu'à un moment donné, confronté à un truc un peu plus au-delà des dispositifs hyper fabriqués, des entretiens avec Darius Rochepin et autres, Bah, il y aura la confrontation. le croche-patte. Et moi, je pense que mais ça a failli marcher. Il aurait suffi qu'il transforme la princesse en princesse du peuple immédiatement. Mais il aurait fallu l'accrocher tout de suite. C'est-à-dire qu'il aurait fallu la sortir de son jet, la prendre par la main et l'amener à la foire de Brive, l'amener à... Vous voyez, et qu'elle passe tous les jours. Donnez pas d'idée. Et si elle... Non, mais c'est trop tard, je C'est ce pense. que fait Attal. Il fait les foires. Il Ouais, fait un mais tour des foires. Il peut pas amener Stéphane Séjourné dans la main Non, à mais la foire de Brive. là, il était à Bayonne avec le jambon. Et puis, c'est même une stratégie aussi de faire les foires pour Ouais. dire je suis popu. Et il faut pas avoir peur du ridicule dans un premier temps. Non, C'est-à-dire alors qu'il ça, faut- c'est clair que les gars se sont fait enlever la honte. Voilà. Et, Mais sur cette affaire quand même, parce qu'elle est importante de Maria-Carolina avec Jordan, c'est aussi peut-être une sorte de validation, un top départ pour dire écoutez, le RN maintenant c'est fini, le diable n'est pas là, ce parti-là on en a besoin. Pour contrôler les masses, pour assurer la suite, c'est le parti qui va compter dans les années qui Mais viennent. ça, c'était le préalable. C'est-à-dire que les conditions... En fait, c'est ce qui autorise la rencontre. Mhm. En fait, il devient possible de se rencontrer parce que tout ça est arrivé. Et donc, c'est pour ça que Jordan Bardella, c'est la deuxième fois qu'il était au Grand Prix de Monaco. Vous voyez, donc c'est là où on voit aussi un peu l'arisme qui commence à sortir. Il va avec ses copains de chez Hanouna et compagnie. Et à un moment donné, il est acceptable qu'il se retrouve à la table de cette dame, Ouais. qui elle-même est liée à tous les réseaux oligarchiques. Là où, par contre, la photo avec Crépuscule avait amené un effet d'éviction immédiat. Ça avait oui. un tremblement de terre. Non, Mais elle le fait par provoque. Pourquoi elle fait ça Parce que oui, Maria-Carolina pose dans une photo Instagram Non, mais avec le livre. Elle se cache derrière le livre mais Crépuscule. honnêtement, je pense que c'est là où j'en reviens à ce que je viens de dire, c'est qu'ils ont j'ai pas envie d'être méchant, mais en fait, ils ont plus l'assise minimale pour leur permettre de comprendre ce qu'ils font. Et Donc en tout fait, est jeu. oui, mais en l'occurrence, ils ne se rendent pas du tout compte de ce que ça représente
Crépuscule. Enfin, vous voyez, pour eux, en fait, le coup de fil de Bernard Arnault dans la minute leur permet de comprendre qu'en fait, ils ont merdé. Parce qu'elle l'avait pas lu. Non, bien sûr que non. Tout ça est de l'ordre de l'affichage ouais, c'est ça, du jeu de séduction. Ah tiens, un jeune galant, peut-être que ça serait bien qu'on marie à ce jeune intellectuel, je sais pas quoi. Non, en fait, ça va être bardé là. Pour eux, c'est la même chose. Vous voyez, c'est une sorte de continuum. Euh, et ça, il faut avoir à l'esprit comment fonctionnent ces espaces-là pour mieux comprendre pourquoi ils sont nocifs d'une part et d'autre part comment les combattre. Parce que si on se trompe sinon on peut être dans la surinterprétation par rapport aux dynamiques qui se mettent en œuvre et on leur prête trop de calculs et de pouvoir. Il y a du calcul partout, mais c'est des calculs qui sont pitoyables le plus souvent. Vous voyez, c'est des calculs vraiment de boutiquier. Là, ce qu'on voit, c'est quand même la prise de pouvoir de moi j'appelle ça la marchandisation du monde, c'est-à-dire ces communicants assez stupides qui jouent sur la presse people et tout ça a gangréné totalement la sphère politique. Mais pourquoi ne pas le faire si ça a marché? En fait, là, le gros problème structurel, ça a marché en 2017. Ça a marché. Et donc pourquoi... Enfin, moi, je suis communicant. Macron, 39 ans, Emmanuel Macron, 14 ans. On a fait passer ça pour un équilibre des jours. 39, vous êtes même généreux. Je pense que c'était... oui, eux disaient 34. Eux disaient 34 et 16, mais... 34 et 16 ou 18, ça dépendait. Ils trouvaient... 18, voilà. Et en fait, c'était 14 et demi et 39. Ouais. Et donc, on est dans une situation où le mensonge paye, l'inversion accusatoire victimaire paye, et la pipolisation marche. Mais comment on va faire en sorte d'inverser ça, d'abattre l'ennemi comme c'est là où c'est très intéressant. Pour moi, c'est très stimulant actuellement ce qu'on est en train de faire parce qu'il y a deux options. Soit il y a un abêtissement de la société généralisée, comme d'ailleurs on commence à le voir dans les études, notamment en France. On est quand même dans un pays qui est le dernier en termes de score en maths de toute l'OCDE. Donc on est derrière l'Albanie. On est quand même le pays des mathématiques, la France, théoriquement. Et on a 81% de fautes de dictée en plus en 40 ans. Donc, on est sur une situation où il y a un effondrement structurel. Donc, soit, à un moment donné, on touche un plateau, les gens en ont marre, et ils ont envie de faire une révolution, y compris intellectuelle, et à un moment donné, même si ça passe par un rapport de force un peu serré, on y va. Et donc là, on gagne. On gagne parce qu'on est les plus préparés, parce qu'on fait tout à l'envers de tout le monde, quelque part. Quoi, oui. Et quand même, malgré tout, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais ça tient. Enfin, je veux dire, on a quand même une audience, j'ai survécu. Je pense que personne n'aurait survécu, ou en tout cas, personne n'avait survécu à une telle série d'offensives à si court délai, sans avoir une structure politique, sans avoir... Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a un peu de sens, quelque part, en tout cas, qui donne du sens à des gens, qui s'accrochent au truc et qui disent non, on va quand même y aller. Soit par contre, en fait, il aurait fallu faire comme Gabriel Attal et Jordan Bardella, c'est-à-dire la combinaison victimaire et pipolisation avec les réseaux sociaux. Et là, c'est sûr que nous, on va pas rentrer dans ce terrain. Enfin, on va pas. Moi, j'ai pas commencé à faire des vidéos trend sur TikTok. Non, mais c'est pas par un truc d'ego. C'est juste que c'est pas compatible avec le fait derrière de diriger sérieusement un pays. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du fait de faire autorité sur un État, sur des milliers de fonctionnaires, sur des armées, par rapport à d'autres chefs d'État, où il y a une décoalescence, il y a quelque chose en fait qui devient impossible dans la foulée. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. On ne va pas sauver tout seul la société française, il faut déjà qu'il y ait un engagement collectif, il faut qu'il y ait une prise de conscience, mais c'est sûr que si on se noie, on se noiera avec le reste de la société. On ne va pas pouvoir inverser tout seul la chose. D'où la question dont on parlait en introduction sur ceux qui ont pensé déjà à quitter ce pays, à dire beaucoup de gens déjà ont décidé que c'était fini et qu'il fallait aller voir ailleurs finalement pour vivre libre et heureux. Et ça va continuer parce que quand vous avez même à la frontière... Maxime me racontait que le salaire, parce qu'il travaille en Suisse maintenant, Maxime Nicole, pardon, qui était une grande figure gilet jaune, il a découvert qu'il pouvait, comme ouvrier, être payé l'équivalent de 5 000 € par mois en Suisse. C'est quand même un pays frontière, quoi. C'est pas, on ne parle pas de partir s'exiler à l'autre bout du monde. Donc, à un moment donné, face à cet effondrement structurel de la France, c'est nous qui allons commencer à migrer. Enfin, vous voyez, il va y avoir un phénomène qui va se massifier. Et la colonisation qu'on craint, en fait... on m'avait expliqué ça comme le projet européen même, puisque tous les pays d'Europe de l'Est ont vécu ça. C'est-à-dire, ils ont été vidés de leur jeunesse, de leur talent, de leur substance, par justement l'attrait de dire on gagne quand même beaucoup mieux notre vie et on a été formés. Et la France est en train de vivre ça. C'est-à-dire qu'avec 20 ans de décalage, c'est exactement les mêmes mécaniques qui se mettent en place pour dévitaliser un pays. Et ça va aller beaucoup plus loin parce que
on est sur un effondrement des systèmes de valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le succès est complètement décorrélé d'une quelconque forme d'exigence, de talent. D'ailleurs, c'est ce qu'ils incarnent, tous ces gens-là. Mais en fait, on parle de Bardella et d'Attal et on en fait l'alpha et l'oméga de nos analyses, mais ils sont vraiment à l'image de ce qu'est en train de devenir la société française, où on a des gens qui gagnent des fortunes en faisant rien, en existant, en se refaisant le visage. C'est-à-dire que oui, moi je trouve que Emmanuel Macron est en campagne contre les réseaux sociaux, sans doute à cause ou grâce à Brigitte, mais la réalité c'est qu'il existe parce qu'il y a une société des influenceurs et des influenceuses, parce qu'il y a Magali Berda, parce qu'il y a tous ces Dubaïotes qui font de la vente de produits frelatés, et ça c'est le cœur de la société, et c'est pas ça qui est remis en cause, c'est-à-dire qu'à aucun moment on fait une loi contre la télé-réalité qui fait monter ces figures. Au contraire, ceux-là sont mis en valeur, ils vont sur leur plateau, quand il y en a encore, type Hanouna, il y a une vraie contamination. Moi, quand je suis allé chez Hanouna, c'était évidemment, par exemple, à la condition de montrer aucune forme de complaisance ou de complicité à l'égard même du dispositif. Et d'ailleurs, ça donnait un livre que j'ai écrit qui démontait la chose. Et il m'avait invité. Parce qu'il devait vous kiffer, Hanouna. C'était typiquement genre, toi je t'adore, toi c'est super. Non, d'ailleurs, il m'a même fait un procès en diffamation pour le livre. Non, mais après, mais je pense que la première fois vous allez... En fait, la première fois, il ne savait pas qui j'étais. Et c'est comme ça qu'il est piégé. J'y vais comme avocat de Maxime Nicole. Donc je suis là à côté, et le mec il se dit c'est qui ce tocard, on s'en fout complètement. La sortie sur la coke est très mal passée quand même. Et après voilà, et donc entre les deux, il a cru qu'il pourrait m'instrumentaliser, me retourner. En fait à chaque fois ça se retournait contre lui. Et donc à un moment donné il s'est dit bon ça va, qu'il dégage, je suis là. Et donc ce moment-là c'est le moment où je fais d'abord la vidéo qui devient le livre. Et lui m'avait invité après cette vidéo où je décryptais la fabrication de l'émission. Et il voulait m'inviter pour discuter de la fabrication d'émissions dans l'émission. Et j'ai beaucoup hésité. Il est tellement postmoderne, c'est incroyable. Ouais. Il n'est pas con. Hein. Il n'est pas bête. Mais en fait, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait parce que moi, j'avais eu une idée qui aurait pu... parce que lui, moi, je pense que ce qu'il s'attendait à faire, c'était mettre 8 chroniqueurs qui me fracassent la gueule pendant une demi-heure. Et puis c'est tout, quoi. Et moi, j'aurais voulu lui demander de me filer son oreillette et sa place. Et de lui dire, faisons ça. On inverse 5 minutes. On essaye de voir. Et dans ce moment de folie, parce qu'à l'époque, c'était en direct, il aurait peut-être accepté. Et s'il avait accepté, ça aurait été un moment extraordinaire, parce qu'il y aurait eu vraiment une sorte de mise en abîme qui aurait pu... Et en fait, j'ai refusé à toute dernière minute, parce que j'ai vraiment hésité jusqu'au dernier moment. Et c'est là où... C'est vraiment de la toute petite histoire, mais c'est drôle. Du coup, ils sont obligés de refaire un sujet en urgence différent. Et qui est-ce qu'ils invitent ? Louis Boyard. Et en fait, c'est ce jour-là qui a cette confrontation qui va signer en réalité le début de la fin pour Hanouna, cet effondrement, qui va le faire se faire virer de... Qui sort Bolloré, lui qui l'insulte. Voilà, c'est ça. Et en fait, pourquoi c'est arrivé cette séquence ? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. En fait, comme ils avaient dû faire le sujet à dernière minute, parce que je les avais maintenus en haleine malgré moi jusqu'au dernier moment, ils inventent un truc, ils le préparent pas bien, les chroniqueurs sont pas prêts, etc. Et Boyard explose le truc de l'intérieur, quoi. Donc... Voilà, c'est anecdotique, mais c'est le petit monde. Non, c'est le petit monde, parce que vous êtes quand même un insider de Saint-Germain. Ouais. Tout le monde se connaît. C'est quoi la réalité de ce milieu ? Est-ce que vous avez encore beaucoup de gens qui vous disent bonjour, qui vous connaissent, qui vous regardent peut-être avec commisération, en disant c'est un peu perdu, Juan, mais on l'aime bien, c'est l'enfant du pays. Ouais, on l'aime pas trop, mais non. Alors, c'est très intéressant parce que moi, je pense que si j'avais su qu'en fait la France, et en tout cas le petit Paris était si petit, j'aurais pas du tout eu la même stratégie. Là, je suis en train de découvrir qu'en fait, c'est les mêmes personnes qui vont être là pour les 40 prochaines années. Oui. Mais moi, quand je commence à rentrer, j'ai 27 ans, vous voyez, entre-temps, j'ai quand même voyagé, j'ai vécu à l'étranger, je sais pas quoi, donc j'ai pas vraiment conscience que le truc est aussi peu, que le terreau est aussi peu productif et que ça se renouvelle pas. Et donc, j'y vais à la tronçonneuse et je massacre tout le monde. Et 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, je vois que les mecs sont encore là. Et qu'en fait, je vais devoir me les coltiner jusqu'à la fin de mes jours. Et qu'ils tomberont pas. Et voilà, et c'est ce qui m'est arrivé avec Gabriel Attal à 16 ans, quand je découvre qu'il veut devenir président de la République. Parce qu'à 15 ans, on s'en fiche, mais le mec était déjà obsédé à l'idée de devenir président de la République. Et je m'étais dit à ce moment-là, et je vous promets que j'ai eu cette pensée que j'ai dû écrire d'ailleurs à l'époque quelque part, je ne peux pas faire de la politique, je ne peux pas me coltiner des gens pareils pendant 40 ans, c'est pas possible. Et vous voyez, comme quoi ça va... C'est parti, mais parce que c'est un système en fait. Oui, et c'est là où en fait, ce qu'on essaie de faire avec les ruches,
en faisant rentrer des gens comme Maxime Nicole et autres, Valérie Minet, tous ces gens qui en fait sont rentrés en politique par le biais, et aussi des avocats qui viennent de Martinique, enfin une sorte de monde un peu différencié, c'est de ne pas dépendre de cette structure qui sinon en fait qui rend les alternances complètement fictionnelles, quoi. Oui. Et puis même quand bien même il y a un changement, qu'il y a une percée d'un candidat qui semble complètement différent et autres, en réalité il y a une sorte de rechute sur les mêmes prédispositions, donc il faut faire très attention. Et donc non, dans le Petit Paris, bon, ça reste une grande ville, hein, donc c'est pas comme si, mais je me fais souvent prendre à partie. Alors, le truc le plus hallucinant, c'était un gamin de 20 ans j'étais en train de rentrer chez moi, et qui est dans un café un peu très bourgeois, très cher. Je pense 15 € la pinte, quoi. Enfin, un truc vraiment, qui est avec une très jolie femme. Lui, à 20 ans, elle doit avoir... ils ont le même âge tous les deux. Et là, il se lève et vient me voir et me dit... il commence pas à m'agresser, mais très, très véhément, à m'attaquer comme ça. Et c'est... Comme à chaque fois, ces gens-là pensent que je n'ai attaqué que eux. Donc, ils pensent que je sais qui ils sont. Et donc ça m'est arrivé avec la sœur de Gabriel Attal, les deux sœurs de Gabriel Attal, qui a deux reprises différentes. Qui sont un peu les pitbulls de Gabriel Attal. Voilà, et qui dans la rue a deux fois dit, au point où la deuxième fois, je leur dis, mais je vous ai déjà croisé quand j'ai fini par comprendre que c'était la sœur de Gabriel Attal. Elle me dit, non, c'était ma sœur. C'est l'autre qui est la dernière fois. Et qui à chaque fois viennent te voir en disant, mais... pourquoi t'as fait ça, mon frère? Je sais pas quoi. Et moi, je les regarde et je me dis, putain, mais quel frère? De qui on parle? Qui c'est? À qui elle ressemble? C'est Griveaux, c'est Attal, c'est Hirsch, c'est quoi le... Et à chaque fois, ça prend 5-10 minutes. Et donc là, en fait, je mets 5-10 minutes à comprendre que c'est le fils d'Agnès Buzyn qui est en train de me massacrer la tête. Et qui est en train de dire, à cause de vous, tous les complotistes sont contre moi. Je dis, je suis pas sûr que ce soit pas qu'à cause de moi, hein, que Agnès Buzyn se fasse attaquer. Et au bout de 20 minutes, parce que j'essaie d'être respectueux, et puis le gamin... c'est pas sa faute, quoi. Enfin, je veux dire, il fait ça aussi par... je sais pas ce qu'il prend par un truc chevaleresque de défendre sa mère ou je sais pas quoi. Mais donc ça, c'est très important aussi. Il faut que les gens le sachent. Ces gens souffrent de ce que vous dites d'eux. C'est très important que vous l'ayez à l'esprit. C'est-à-dire parce qu'on peut avoir un sentiment d'impuissance très fort. En réalité, ils sont attentifs. Et ça les traumatise de se voir confrontés à autre chose qu'à... ce que la presse mainstream leur tresse comme l'orient. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils veulent supprimer la liberté sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où ils voient vraiment la caisse de résonance, enfin un retour. Et parce qu'elle se génère. C'est-à-dire qu'en fait, ça coagule les gens. Coagule vraiment. Et ça rompt le sentiment d'isolement qui sinon fait que... tout va bien. Non, tout va bien, ou finalement on se tire une balle, ou on a envie de se tirer une balle parce qu'on se sent seul au monde et qu'on pense qu'on est les seuls et qu'on a un sentiment d'impuissance terrible. Ah non, mais je parlais de leur côté, en fait, où ils vivent dans une bulle. Oui, bien sûr. Oui, avec leurs journalistes bien gentils qui leur disent à quel point ils sont... Et donc la confrontation aux Français moyens, d'ailleurs on le voit, hein, il y a parfois des ratés dans les mises en scène. Il y a eu récemment le citoyen qui dit, mais quand même, comment vous expliquez l'essence à Emmanuel Macron, qui était là, non mais attendez, parce qu'en fait... Et il avait oublié que Pedro Sanchez... Bon bref, oui, bien sûr. Il y a des Moi, fuites... J'aime bien ces moments-là, mais globalement... il y a une hypercentralisation en France. Est-ce que les ruches ont un plan aussi pour en finir avec Paris ? Non, on a un plan à en finir avec le millefeuille administratif. Mais moi, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on remette la commune au centre du jeu républicain. En fait, le principal échelon de décision, ça doit être la commune. Moi, je pense que en fait, c'est ça l'avenir. Je pense que de toute façon, il va y avoir une sorte d'émergence, de la même façon qu'il y a des réseaux neuronaux qui émergent dans l'intelligence artificielle. Il va y avoir une autonomisation de la société progressive. Mais au contraire, en attendant, il faut aussi qu'on resserre. Moi, la décentralisation, c'est une catastrophe pour moi. C'est-à-dire le fait d'avoir créé des collectivités qui chacune a son budget culture, son budget je sais pas quoi, et qui distribuent des prébendes à droite à gauche. Ça crée de la pression fiscale. Et puis des dépenses de fonctionnement délirantes qui servent à rien. Donc moi, je pense qu'il faut réduire la décentralisation, paradoxalement, et il faut par contre renforcer le pouvoir de la commune. Il faut que par exemple, il n'y ait plus de préfets, mais des commissaires qui soient élus par une assemblée du peuple. Donc en fait, on fusionne le département, la région, et on en fait un organe délibératif. Vous voyez, on casse un peu... on a un projet hyper innovant d'un point de vue institutionnel. Alors, c'est un peu ennuyeux à raconter comme ça, il faudrait peut-être des schémas, il faudrait vous distraire. Mais vous pouvez lire, hein, la 9e version arrive du projet, parce que c'est des versions itératives. On espère en proposer, parce que par exemple, dans la version 2021, ça montre aussi comment nos sensibilités peuvent nous piéger. Il y avait quelque chose qui ressemblait aux ZFE. Il n'y avait pas du tout conscience de l'absurdité dans la proposition. Et donc, en fait, voilà, on s'en prend plein la gueule sur les réseaux, et du coup, sauf que comme on est démocrate, du coup on entend et on ajuste. Enfin, on n'est pas comme eux qui s'accrochent
à leur totem. Et donc là, c'est la 9e version. Je pense qu'il y en aura qui arrivent, et je pense qu'il n'y en aura que 10. Parce que à chaque fois, les changements sont évidemment, le socle se perdure, et donc on commence à changer maintenant que sur soit des questions de détail, soit des questions qui n'ont pas été traitées. On n'était pas très bon sur la défense. Enfin, on pense qu'il faut un référendum sur la conscription, mais pour des raisons complètement différentes des leurs, parce qu'on pense que par exemple la conscription peut éviter de vouloir se prendre pour le gendarme du monde, plutôt que d'avoir des corps expéditionnaires qu'on envoie partout dans le monde. On crée un système à la Suisse, qui en fait du coup est centré sur la défense du territoire et de la population, pas sur... Mais ça, encore une fois, le cadre européen empêche ça. On est en train de rentrer dans tout à fait autre chose. Oui, mais si ça, c'est quitte pas ce cadre-là. Le miracle, c'est que nous, on peut réfléchir en dehors du cadre. Après, si les Français décident de rester dans l'Union européenne, bon, bah, ils devront savoir que toute une partie des mesures qu'on aura défendues ne pourront pas être appliquées. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on crédibilise un peu tout ça, qu'on structure, qu'on donne du sérieux. On a du temps, on a 10 mois. Et moi, je crois fondamentalement que si on a les 500 parrainages, et on a vraiment besoin d'aide à ce niveau-là, et qu'on se retrouve avec, disons, 8 à 12 candidats, au moment des débats qui vont être organisés, il va y avoir une bascule qui va être très intéressante. Parce que le fait d'être un peu un enfant de la balle, comme vous l'avez dit, fait que j'ai quand même des mécaniques à la fois par rapport à tous ces gens, et puis j'ai une légitimité quand même en termes d'engagement, d'expérience professionnelle et autres, puis même de parcours intellectuel, qui font que ça va être difficile pour eux de résister aux offensives qu'on va mettre en œuvre à leur égard. Alors oui, ça permettra de poursuivre le travail de Crépuscule. Voilà. Et en cas de second tour, alors vous ne seriez pas au second tour, il n'y aura pas de possible de vote, j'imagine. Impossible. Impossible déjà. Très bien. Non, mais attendez, on va pas faire tout ça pour... Enfin, vous voyez, faut qu'on pousse au bout de la dynamique. Et après, si ça marche pas. Mais l'enjeu, c'est vraiment à un moment donné de faire ce que les Espagnols appellent el sorpaso, c'est-à-dire arriver à une dynamique où on est autour de 10% en février dans les sondages. On récupère à ce moment-là les candidats qui commencent à disparaître, et un peu comme Mélenchon qui a profité du vote utile, là on prend ce qui manquait. La question de la légitimité ne se posera pas, parce qu'on est face à des gens qui en ont beaucoup moins que nous, finalement, en réalité. Ils ont la légitimité médiatique, en fait. C'est uniquement ça. Mais qui le est très socle, fragile. c'est cette campagne, en fait, de brainwashing, de propagande quotidienne sur des candidats qui n'ont pas de programme, disons-le. Macron n'avait pas de programme, Attal n'en aura pas, Édouard Philippe a dit... c'est pas mon truc. On verra. La retraite à 67 ans. La retraite à 67 ans, voilà. Non, mais... Petit détail. Non, mais ils ne vont pas dévoiler un programme qui n'est fait que de sueur et de sang. Mais aussi parce qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle. Je suis désolé d'être présomptueux, mais moi, je sais à quel point c'est compliqué. Moi, je ne suis pas expert dans tous les domaines. Si j'ai une expertise vraiment assurée, c'est par exemple sur le domaine judiciaire du droit, parce que c'est mon métier, parce que je l'ai vu de A à Z, et encore, je ne connais pas le droit civil comme je connais le droit pénal. Donc imaginez-vous sur tous les domaines de la société. Voilà. Et pour le faire, il faut se plonger pendant des longs temps dans le domaine en question, lire tout ce que des gens qui, eux, ont cette expertise disent, contredire, voir qu'est-ce qui est plus cohérent et pourquoi ça ne semble pas cohérent, refactualiser ce travail, c'est-à-dire en allant voir ceux qu'on ne considérait pas convaincants pour s'assurer que ce n'est pas une question d'expression, d'incarnation, etc., pour enfin pondre quelque chose qui ait l'air à peu près... et qui ne sera pas novateur en plus, mais qui permettra juste de sédimenter ce qui sont les meilleures idées dans un domaine donné à un instant T, ce qui en général est toujours déjà en retard un peu sur la réalité. Eux, ils passent leur journée à aller de déjeuner en dîner en ville, en foire, c'est-à-dire qu'ils font ça depuis des années, voire des décennies. Moi, j'ai compris très vite avec la politique. Moi, je pense plus depuis quelques mois, au sens d'avoir des nouvelles idées. Donc le plus tard, on en fait. Et le moins de temps possible, le mieux c'est. Parce qu'en fait, sinon, on se fait dévorer. Moi, j'ai compris à quel point ils étaient vides, pourquoi ils étaient à ce point vides, en me retrouvant dans leur position. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, c'est des mecs qui, à 25 ans, 20 ans pour certains, ont commencé ça. Ils n'ont jamais eu le temps de se nourrir l'esprit. C'est un des grands éléments de respect que j'ai pour Jean-Luc Mélenchon, au-delà de nos... C'est ce que j'allais dire, parce que lui, il a su rester un intellectuel. Voilà, c'est qu'il lisait. Il lui-même l'avoue, alors c'est très intéressant maintenant, qu'il lit à chaque fois moins, à cause notamment de TikTok et autres. Fascinant. Ah, même lui. Fascinant, il a dit, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est dans
dans la gratuité quand on est confrontationnel. Enfin, donc j'ai beaucoup de respect pour tout le monde en général, et donc je prends le temps quand même. Donc Mélenchon, je suis tout ce qu'il fait en détail, j'essaie pour les autres aussi. Et donc dans une de ces points politiques là du lundi, il avait avoué que en fait il se laissait lui-même gangréner par cette dynamique qui nous touche tous et qui nous affaisse tous. Parce que il n'est pas charismatique, Mélenchon. Il est charpenté. C'est quelqu'un qui a pris appui sur... il a aussi un art oratoire que beaucoup n'ont plus, quoi. Voilà, mais qui est lié à ça, qui est lié au fait qu'il a pris le temps de développer son esprit à travers la lecture. Et ça, c'est une leçon quand même pour tous les gamins qui nous écoutent, ou tous les ambitieux d'ailleurs. Si vous ne passez pas par là, vous pourrez compenser, vous pourrez devenir Bardella, mais vous ne pourrez jamais devenir Mélenchon à ce niveau-là, qui est quand même un niveau qui a quand même généré une forme de respect chez beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que Édouard Philippe a fait un discours récemment et France Télé s'est trompé et avait passé des extraits d'un discours d'il y a plus d'1 an ou 2 ans sans voir la différence. Donc, c'est dire en fait le degré abyssal de vide de ces gens-là. Non, en fait, il repose sur l'argent. Nous, c'est un défi énorme de partir sans argent. C'est-à-dire qu'il faut... c'est un défi énorme parce qu'en plus on est dans une époque où l'attention des gens est très volatile, mais aussi l'engagement du coup. Il n'y a plus de fidélité sur le long terme, enfin, c'est devenu très rare, il n'y a plus cette structuration. Et donc on est face à une sorte de malléabilité de la société permanente dans laquelle il est très difficile de trouver des points d'appui. Mais en même temps, je trouve ça vraiment... En fait, ce que je trouve réjouissant, c'est que c'est intellectuellement passionnant. Et qu'en fait, je pense qu'on est en train de faire quelque chose de bien, qui est nourricier. Tous ceux qui veulent s'intéresser aux politiques, je pense qu'on va leur donner une bonne image, qui vont avoir accès à travers, par exemple, ce qu'on a fait avec le projet, à quelque chose qui va leur permettre de comprendre qu'en fait, on peut faire des choses différemment de la façon dont elles sont faites aujourd'hui. Et cette absence de posture, alors évidemment, on a des faiblesses, on n'est pas assez fort sur la formalisation, la communication, etc. Peut-être qu'on va arriver à compenser ça, mais ça crée une forme d'équilibre dans le rapport à soi aussi qui est assez intéressante. Après, c'est d'une violence inouïe, mais ça... Et puis surtout, quand j'en ai parlé pour la première fois il y a 2 ans, c'était en janvier de l'année dernière, mon premier réflexe a été d'aller voir la salle Cheminade et donc j'avais proposé à Solino qui a fait le Fier, parce que je trouvais que en fait je me suis rendu compte de quelque chose. Moi j'étais comme tous les Français extraordinairement méprisant à l'égard des petits candidats. C'est-à-dire, pour nous c'est pitoyable de faire 1 ou 2% à la présidentielle. Je sais pas, les 3,5% de la salle en 2022, c'est plus d'1 million de personnes qui ont voté pour lui. C'est énorme. C'était plus qu'Anne Hidalgo, je crois. C'est énorme. Je veux dire, les députés se font élire avec 4 000, 5 000 voix. C'est rien, oui. On est sur quelque chose. Donc l'effort que ça demande, et en fait, la beauté quand même, quelque part, à un moment donné, d'avoir fait se rejoindre d'une façon ou d'une autre 1 million de personnes, c'est quelque chose qui est très puissant. Et en fait, je pense que c'est utilisé presque comme un frein pour, éviter de voter pour eux, c'est-à-dire de les présenter comme utile, voilà. Premier tour, etc. Et puis comme des gens qui sont méprisables, finalement, qui sont dans l'échec. Et puis, il y a ça en France, ce truc, l'angoisse de l'échec, le rejet de l'échec, là. Et nous, on n'a pas ça, on s'en fiche. Et je pense qu'en n'ayant pas ça, peut-être qu'on aura de la force pour faire beaucoup, finalement, paradoxalement. Merci beaucoup, Juan Branco. On retrouve toutes ces informations sur les ruches. Ruche.org. Ruche au pluriel. Ruches.org. On aura l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas à vous abonner au Monde Moderne, à suivre la chaîne YouTube du Monde Moderne. Vous pouvez mettre des pouces sous les vidéos, les partager. Et puis ruche.org pour ce qui est de la campagne de Juan Branco. Et on aura l'occasion d'en reparler puisqu'elle n'a pas encore commencé. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.